Alors, est-ce que tu as déjà rencontré des personnes traumatisées pour avoir, nettoyé une scène traumatique, eux-mêmes? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de ce que tu fais, mais Oui, c'est quand même pas hyper démocratisé, j'ai l'impression. non. Et en plus de ça, tant que ça nous est pas arrivé et qu'on n'a pas subi cet élément-là, de drame ou de mort naturelle, forcément, on s'imagine qu'il y a tout un protocole derrière, alors qu'en fait, pas du tout. Est-ce que tu peux, nous raconter, toi? Bah, bien sûr, bah, merci pour l'invitation déjà parce que c'est une façon en fait de communiquer à ceux qui, nous entendent, nous regardent, que l'État, les assurances ou que sais-je, personne ne va vous prendre la main lorsque vous allez être face à ce drame. C'est un peu égoïste, mais je vais commencer par moi puisque si j'en suis là, c'est que j'ai une histoire qui est particulière et donc moi j'ai dû, faire face en fait à, notamment un drame familial où il a fallu que je repénètre dans les lieux, que je nettoie les lieux consécutifs à un décès qui était certes naturel, mais qui avec, les événements climatiques, on était sur la canicule de 2003, ça a posé beaucoup de contraintes, mais je crois qu'on y reviendra. Donc ça déjà Mmh. c'était très très traumatisant. Et puis ensuite, je suis partenaire, de l'Union nationale des familles de féminicides, qui est une des plus grandes associations en France qui, milite et lutte, sur la prévention, de tout ce qui est violence faite aux femmes notamment et aux enfants. Quand la prévention n'a pas pu, être mise en place, pour tout un tas de facteurs, eh bien, le drame se commet. Donc très souvent, le compagnon, l'ex-compagnon, tue sa femme, ce qu'on appelle donc le féminicide. Dans beaucoup de cas de féminicide, les faits, le drame, le crime est commis devant les enfants, le ou les enfants. C'est statistiquement, c'est factuel. Eh bien, moi, j'ai rencontré ces enfants qui aujourd'hui, sont jeunes adultes ou même un peu plus âgés, adultes. Ils ont 2 versions. La première, c'est que personne ne les a aidés, donc ils ont nettoyé le propre sang de leur mère. Je peux vous garantir qu'on s'en remet jamais. Et d'autres qui ont fait confiance à la première entreprise de nettoyage du quartier ou du village, qui disait avoir fait, le nettoyage des lieux après le crime et qui, en pénétrant, dans les lieux de nouveau, croyant que le nettoyage était fait, eh bien, ont retrouvé des stigmates, des éléments, du sang, et voire quelques détails plus horribles qui appartenaient finalement, à leur maman, décédée. De toute façon, dans les 2 situations, c'est quelque chose qui est innommable. L'une, parce que c'est pas aux enfants de nettoyer le propre sang de leur famille et de 2, d'avoir placé la confiance et l'argent, en ce temps-là, dans une société qui n'a pas réalisé la prestation, telle qu'elle, elle prétendait la faire. Aujourd'hui, avec cette association, l'UNFF, avec mon association, l'association Sang Froid, et ma fédération de branche métier, la Fédération des entreprises de propreté, on a pu, le 25 avril 2022, inscrire au code de procédure pénale un décret qui s'appelle le décret 2022-656, qui permet désormais la gratuité de notre intervention, donc nettoyer après un crime, et pour l'instant en France seulement après un crime, gratuitement auprès des familles. Et nous ne travaillons pas gratuitement, nous envoyons notre facture au ministère de la Justice. Mais au moins, aujourd'hui, je souhaiterais que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent puissent en fait avoir ce choix de dire: «Est-ce que je vais nettoyer le propre sang de ma famille?» Je les déconseille très, très fortement parce que personne, ni moi ni personne d'autre, personne n'est armé en fait pour faire ça, c'est inhumain. On n'est pas programmé pour ça et ensuite, est-ce qu'ils nous donnent le choix, nous, sociétés spécialisées, de pouvoir intervenir à leur domicile gratuitement, nettoyer vraiment les lieux tels que j'ai été formé au Canada, tels que je forme, vraiment mes adhérents dans mon réseau, le réseau Horizon Après-Vie, pour leur épargner ce psychotraumatisme en fait. Et en plus, j'allais dire, gratuitement pour eux. C'est l'État qui nous paye. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on imagine que nettoyer, ça peut être un truc, standard, sauf qu'on va y venir plus en détail juste après. Mais pour le coup, le fait d'avoir cette expertise-là dans le détail, moi, en préparant l'interview, c'est ce qui m'a presque le plus impressionné dans le fait du détail jusque où en fait ça va. En fait, genre, ça va. Je spoil un peu, mais ça va jusqu'à, aller contacter limite les voisins du dessous, aller voir des détails, des choses qui sont cachées. Il y a même des découvertes que tu Ouais. fais tellement on va dans les détails, on va y venir. Avant qu'on raconte toutes les scènes les plus folles que tu as vécues dans ton métier, on va revenir sur ton parcours. Quand tu étais adolescent, ton oncle, tu en as parlé juste avant, il perd la vie, ce qui va littéralement transformer la tienne. Parce Oui. qu'en fait, ça c'est aujourd'hui, on va parler de cette transformation. Tu peux raconter comment tu as appris, cette nouvelle et les conséquences que ça a eu sur toi?
Oui, bien sûr. Ben, en 2003, j'intégrais les pompiers de Paris. Après 4 mois de formation à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, ce qu'on appelle les classes militaires. On est ventilé, donc on est incorporé dans une compagnie d'incendie. Et moi, il se trouve que c'est Boulogne-Billancourt, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et on découvre ben, au mois de juillet, août, une vingtaine de cadavres par jour. D'une, on n'a jamais été formé à ça en tant que pompier de Paris. Vingtaine de cadavres par jour? Ouais, ouais. À cause Que du... sur la ville de Boulogne-Billancourt, hein, donc on peut Waouh! imaginer à l'échelle de la France. Donc d'une part, on n'est pas du tout habitué à ce genre d'intervention. D'autre part, on n'est pas du tout habitué à cette vision, cette enveloppe charnelle, ce corps qui se décompose extrêmement vite avec les très fortes chaleurs de la canicule. Puis ensuite, moi, il me vient tout de suite des questions en disant: «Mais qui va se préoccuper du corps?» Parce que moi, j'avais quand même en tête les pompes funèbres, en petites chaussures de Ouais, ville, en costume. Vu les corps que l'on voyait, que l'on découvrait, il faut savoir que dans la dégradation des corps, dans la décomposition des corps, il y a tout un tas de phénomènes qui se met en place, mais notamment les corps sont excessivement gonflés. Donc quelqu'un qui ferait 50 kilos à l'état normal, quand il décède, son ventre est une bonbonne, hein. au bout de combien de temps? On peut pas dire au bout de combien de temps, parce que c'est vraiment un aléa, de là où la personne est décédée, depuis combien de temps, Elle a l'environnement mangé? Non, même climatique, pas? ouais, Ouais. ce qu'on appelle le bol alimentaire, ce qu'elle a mangé, et puis si la personne a des problèmes médicaux sous-jacents, comme l'alcoolisme, le diabète, avec une mauvaise, adaptation du corps vis-à-vis des sucres, OK. voilà, à digérer. Donc ça pose tout un tas de contraintes, voire de facteurs accélérants dans la décomposition du corps. Donc là, on a même des enveloppes charnelles, des corps humains qui seront morts nus, parce que c'est à ce moment-là que la mort a frappé. Principalement tous de mort naturelle, hein, mais dont la découverte a été tardive, donc plusieurs jours, plusieurs semaines, et qui donnent des conséquences pour l'habitation absolument préoccupantes, hein, au niveau sanitaire. Pourquoi? Parce que ça amène des insectes nécrophages, donc des insectes qui vont se nourrir que des déchets de peau, de cheveux, des fluides humains, tout ce qui va être rance, tout ce qui va être finalement décomposé, pourri, hein, pour parler français. Après, tu as quel âge toi? Parce qu'en fait, je Moi sais que j'ai tu as 21 ans. commencé à 16 ans, le fait, de devenir pompier et là, tu as à 21 ans, donc tu te retrouves, en fait, je suppose quand on est pompier, c'est peut-être que je vais faire un cliché, mais on se dit qu'on va éteindre des feux, qu'on va sauver des C'est gens, ça. qu'on va empêcher le pire d'arriver, il y a un côté un peu héroïque dans le fait de contribuer aussi, de se dire qu'on là, il y a rien de tout ça là. Là, à ce moment-là, Il y a rien de tout ça, et surtout, c'est que comme on n'est pas formé à ça, on se pose, tout un tas de questions. Tu le mmh, disais, à 16 ans, c'est l'âge où, je m'engage chez les sapeurs-pompiers, dans mon petit bourg, dans mon petit, village, en parallèle de mes études où je me destinais à être architecte d'intérieur. Mais, c'est quand j'ai eu moi l'accord d'intégrer les pompiers de Paris à 21 ans, que, je fais face à cette canicule de 2003, avec cette vingtaine de cadavres qu'on découvre tous les jours. Pourquoi? Parce que les voisins nous appellent parce qu'il y a une odeur nauséabonde à côté de chez eux, parce que les familles, appellent, leurs proches, ouais. et ne voyant que les personnes ne répondaient pas, à ce moment-là, c'est nous qui intervenons par les fenêtres, suspendus au bout des cordes, pour rentrer dans les appartements. Alors pourquoi les fenêtres? Parce que ça coûte moins cher qu'une porte, et une fois qu'on a pénétré dans les lieux, si on brisait la porte, il faudrait un policier devant chaque porte pour ne pas, Ah ouais, donc il y a c'est un ah pour empêcher les ouais! cambriolages ou les voleurs ou les pillages. Donc en fait, à la fois, c'est Et un vitrage de fenêtre est moins cher qu'une porte d'entrée, mmh. et à la fois, pour le côté, une fois qu'on est passé dans l'appartement, on peut ouvrir depuis l'intérieur et reclaquer la porte derrière nous, ce qui fait que l'appartement est, entre guillemets, «toujours protégé», et donc c'est pour ça que le protocole des pompiers est souvent celui-ci, rentrer par la fenêtre. Putain, mais tu sais que tu es en train de me là, je suis en train de penser à une scène que j'ai vue à Annecy qui était je trouvais très il y avait un truc bizarre, mais en fait, là, avec ce que tu viens de me dire, je viens de la comprendre, en D'accord. fait. Je viens de comprendre ce qui était en train de se passer. Ils avaient bloqué, une rue, ils avaient fait venir les Grande échelle. pompiers, la grande échelle, ils étaient restés hyper, hyper longtemps et je fais: «Attends, mais c'est bizarre». Tu sais, je m'étais même posé la question, est-ce que c'est une personne qui a eu un tu sais, une personne qui est en surpoids, Mmh. qui aurait pas pu se déplacer et Ça peut tout? exister, Mais il y ouais. avait beaucoup trop de gens et en fait, je viens de tilter, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu viens de me tu ah Voilà. ouais, OK. Moi, j'étais au resto tranquille. J'étais avec ma femme, mes enfants. On se disait: «Ah la pauvre personne, elle doit avoir vraiment un truc embêtant», tu vois? Non, en fait, je viens de tilter ce que c'était. Elle OK. n'avait peut-être plus de quelque chose, plus quelque chose d'embêtant finalement, peut-être que la vie s'était arrêtée.
Et du coup, tous les jours, on fait ces interventions-là, jusqu'à dans certains appartements, en fonction de la dégradation du corps, de ne pas pouvoir attribuer un sexe à la personne. Pour donner un peu une image aux gens, de à quel point la dégradation du corps peut être, accélérée, OK. développée, jusqu'à ne pas pouvoir dire si c'est une femme ou un homme. La couleur de la peau est très obscure, très noire, très foncée, vraiment dans le sens pourriture, en fait. Et donc forcément, ça amène, les aléas, d'odeurs nauséabondes. Et donc on va utiliser quelquefois nos appareils respiratoires isolants, vraiment la bouteille que les gens voient dans le dos des pompiers, qui nous permettent de respirer dans des environnements viciés, dans des fumées d'incendie. Et ben, on n'a que ça sous la main, donc on va mettre nos appareils à la base dédiés pour entrer dans les incendies, pour entrer dans les appartements, Waouh! pour faire le tour de l'appartement et puis constater le décès des gens. C'est-à-dire que ces appareils-là et nos tenues, quand on les remet dans le camion, eh bien, on a un camion qui sent la mort pendant des jours et des jours. On n'a aucun protocole pour désinfecter, on n'a aucun protocole ni produit pour enlever cette odeur de mort. On va laver nos vêtements, nos tenues d'intervention dans les machines des casernes, parce que sinon l'odeur, vous la gardez des jours, quoi. On va se laver nous-mêmes, puisque les cheveux, bon, il n'y avait pas de barbe J'allais dire, autorisée, mais on porte l'odeur sur nous. c'est comme en boîte de nuit à l'époque où il y avait la fumée de La cigarette. En fait, tu fumée, ouais, ressors avec, tu sens c'est le même, c'est ça, exactement. ah ouais. Donc autant te dire qu'à midi, tu pas très faim en caserne, voilà, t'as pas très faim, mais en même temps, voilà, pas préparé à ce genre d'intervention, ce genre de vision. Évidemment, aucun suivi, hein. On voit des vingtaines de personnes tous les jours, avec un corps complètement dégradé, des mouches qui ont pondu dans les yeux, dans la bouche, dans les narines, avec des œufs, des petits œufs blancs qui sortent vraiment des orifices naturels des défunts. Je veux dire que la vision, hein, c'est une vision d'horreur, hein. Tu te demandes si tu es vraiment dans ce vrai monde. Et il y a un élément, moi, qui m'intéresse. Tu parlais d'odeur. Est-ce qu'il on dit qu'il y a une odeur particulière. Est-ce que c'est vrai? Il y a rien qui sent ça et est-ce que tu pourrais peut-être même la décrire ou même pas? La décrire, ça va pas être possible, parce qu'elle est comparable à aucune autre. C'est-à-dire que très souvent, je prends l'exemple quand, j'étais en autopsie, donc auprès du médecin légiste et qu'on recevait des élèves magistrats, magistrates, ils et elles devaient passer par là et en fait, elles avaient, souvent deux postures. La première, c'est de rester très loin de la table d'autopsie. Et je leur disais: «Ça, c'est un bon réflexe, ça s'appelle l'accoutumance». C'est-à-dire que petit à petit, vous allez vous imprégner du milieu, de l'odeur du cadavre et petit à petit, vous allez vous rapprocher de la table. La seule erreur à ne pas commettre, c'est ressortir de la pièce, puisque là, on ressent l'air sain et là, du coup, c'est d'autant plus difficile de re-rentrer dans cette salle. Et la plus grande erreur à ne pas commettre, c'est de masquer le nerf olfactif, c'est-à-dire tromper le nerf olfactif, notamment en mettant une pâte mentholée sous le nez, en disant: «Mais très bien, j'ai pu participer à l'autopsie d'un noyé, ça m'a rien fait de particulier». Sauf que le nerf olfactif, à travers le cerveau, on lui a envoyé l'information que l'odeur de cadavre qu'il était en train de sentir sentait la menthe. Et quand, cette même personne va ensuite mettre cette menthe mentholée parce qu'elle sera enrhumée, Ah parce OK, que d'accord. au ski, eh bien, Association. le cerveau, le nerf olfactif va lui renvoyer non pas l'odeur mentholée, mais l'odeur du cadavre. Oh là là! Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Et pourquoi? Bah, parce que le nerf olfactif, c'est une programmation. Pourquoi quand on voit quelque chose qui est jaune, qui ressemble à une banane, on commence déjà à se dire: «Tiens, je vais Mmh, sentir la banane» et d'ailleurs, certains pâtissiers s'en amusent mmh. en nous faisant des trompe-l'œil, bananes et en fait, c'est du chocolat ou de la menthe et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'odeur de la mort, elle est comparable à aucune autre. Je dis souvent: «Quelle est l'odeur la plus, vraiment pas sympathique du tout que tu as pu sentir dans ta vie?» Et ben, tu la multiplies par 1000, voilà, tout simplement. Ah ouais. C'est quelque chose qui est prégnant, c'est-à-dire que l'odeur, on l'amène avec soi, sur les cheveux, sur, des vêtements, surtout la laine, tout ce qui est, élément, naturel. Heu, Très souvent, les gens ne s'acclimatent pas, c'est-à-dire que c'est nausées, c'est vomissements, tellement c'est Ah mais on a envie de partir. ah bah, c'est sûr. Bah, mais des fois, je sais pas, sur le bord de la route, parfois, on croise des animaux, c'est quand tu cours ou tu vas en forêt, des fois, tu croises des animaux et tu as l'impression que c'est même alors déjà juste en courant, ça dure longtemps, mais même en voiture, parfois, on a l'impression que l'odeur, elle est, tu sais, elle est venue avec nous dans la voiture, quoi, ou dans le C'est ça, tu as tout dit. En fait, ce sont des particules. ouais, Une odeur, c'est des particules. Eh bien, ces particules, elles sont venues dans ton habitacle avec le système de ventilation et en fait, elles sont dans ton habitacle jusqu'à se détruire elles-mêmes. Donc avec des courants d'air, avec des choses comme OK. ça.
Parce que c'est quelque chose qui est passager. Et d'ailleurs, tu le dis très bien, hein, sur les animaux, on y voit quoi? On y voit des insectes. Donc les Ouais. mêmes insectes nécrophages qui vont venir se nourrir de tout ce qui est tissus animaux ou humains pourris, en fait, hein, putréfiés. Et ensuite, les animaux sur les bords de route, ben, on les voit en fonction du stade et en fonction de quand est-ce qu'on passe à côté d'eux, on les voit très, très, très ronds, avec Mmh. un ventre très rond. Et ben, c'est le même phénomène chez les humains. D'ailleurs, en police scientifique, on nous montre les Incroyable. images d'une ferme où il y a des animaux, notamment des cochons au Canada, qui sont étalés dans des parcelles. Bon, c'est très scientifique, hein, c'est pas fait comme ça. C'est vraiment très, très structuré et encadré. Et on y voit en fait la dégradation à plusieurs stades d'une enveloppe, d'un cochon, qui nous montre, nous, à quel stade le corps humain peut se dégrader et de quelle façon. Mais encore une fois, c'est avec beaucoup de facteurs. Pourquoi le cadavre sent cette odeur pestilentielle? Ben, parce qu'il y a 2 éléments chimiques en fait qui se créent, quand, on décède, quand le cœur s'arrête. Quand le cœur s'arrête, 2 heures après, au-dessus de la fosse iliaque côté droit, c'est-à-dire en bas du ventre, à droite, on a déjà un petit point vert. Peu importe l'ethnie, avec laquelle on vient, la couleur de peau que l'on a, le point vert, se situe ici. Pourquoi? C'est un reflet en fait de ce qui se passe au niveau, bactérien, dans les intestins. Et ensuite ça tourne comme un escargot. Donc petit à petit, quand l'enveloppe charnelle est là où elle reste là où la personne est décédée, et bien, petit à petit, on a comme un escargot, en fait, et ça envahit, le corps entier. OK. Et là vient se créer, en fait, 2 processus, la cadavérine et la putrécine. Putrécine, putréfaction, cadavérine, cadavre. Et en fait, ces 2 éléments chimiques, c'est ça qui va être très nauséabonde et qui, pour vous donner juste, une donnée, on l'a jamais à 100. Le gaz, on ne le respire jamais à 100, mais si on devait le respirer à 100, il serait mortel. Non! Donc c'est aussi pas, quelque chose à négliger dans le sens, bon, on va faire un concours de celui qui reste le plus longtemps dans la pièce. Il faut vraiment s'en protéger avec des protections respiratoires et puis c'est pas un jeu, quoi. Alors forcément la canicule, 1er fait marquant, j'ai un truc là-dessus parce que je j'ai pas la réponse, c'est très par curiosité. Les gens, ils meurent de déshydratation dans la canicule ou il y a un autre élément qui font que c'est par faiblesse? Parce que peut-être tu même pas cette réponse, mais en fait, c'est des gens qui sont relativement vieux ou ça peut arriver à un âge un peu moins avancé, on va dire? Ou c'est vraiment, catégorie particulière de personnes? En fait, il y a ceux qui sont décédés devaient mourir, hein, OK. finalement, donc de mort naturelle, parce que maladie sous-jacente, parce que c'était, le jour, leur heure, mais la particularité, c'est qu'ils sont décédés dans un environnement très chaud et donc qui a accéléré, en fait, les conséquences du décès qu'il y aurait pas eu, foncièrement, normalement. OK. Après, il y a eu, bah, tout ce qui est les accidents, j'allais dire domestiques, les accidents cons. Le malaise Les gens vagal, les qui gens qui finit laissent, mal. les enfants dans les voitures, on en a eu, hein, donc des déshydratations sévères, chez Parler des enfants, ouais. des nouveau-nés, chez des Mmh. enfants en bas âge. Donc là, on a eu des décès qu'avec 18 degrés dehors, on n'aurait pas eu. On a, des gens effectivement qui, ne se sont pas suivis, ou n'ont pas eu de suivi s'ils n'étaient pas en capacité de le faire eux-mêmes, où là, effectivement, je te rejoins sur le côté déshydratation. La déshydratation, c'est quoi? Ben, quand je prends ma peau et que je la lâche, elle doit reprendre, son état, original. Nous, quand on allait, sur des malaises à ce moment-là, quand on faisait pas que des morts, quand on faisait ça, la personne gardait en fait le pic comme une crête sur sa main. Et ben là, on était déjà dans une déshydratation sévère et on était sur, quelque chose qui était limite. Si les gens, passent 10, 12, 24 heures plus tard, bon, les gens ne se relèvent pas. Donc on a eu, Ah ouais. cet épisode où, la déshydratation sévère a conduit à des décès. Et puis ensuite, on a les personnes âgées qui chutent, maladroitement, entre, le lit, les toilettes, le lit et puis qu'on découvre, généralement, ben, 1 jour, 2 jours après. Ils sont mal au point, mais ils vivent avec un bon traitement hospitalier. Bah, ces gens-là, si on les a pas découverts très vite, avec, la déshydratation qui est venue, consécutif à leur chute, ça a conduit aussi à des décès. Il y a est-ce qu'il y a un truc qui t'a plus marqué dans ta carrière de pompier, de Paris? Parce qu'il y a un événement, alors c'est forcément la canicule, j'ai l'impression que c'est les débuts, en tout cas, de manière, 20 par jour, c'est quand même
pas anodin. Mais est-ce qu'il y a dans ta carte de pompier, il y a un truc qui t'a plus marqué, La que les canicule, ouais, il y autres? a 2 facteurs. Il y a le côté effectivement faire beaucoup, beaucoup d'interventions sans finalement avoir le rôle de pompier puisque la personne est décédée, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut catégoriser un décès sans être médecin, bien qu'il faille un certificat médical derrière fait par un médecin, mais en tant que secouriste, on peut déterminer quelqu'un décédé soit si la tête est séparée du tronc, bon principalement les accidents de circulation, Oui, là, il y a plus de doute il y a là, à plus de ce doute. là, Soit, la personne est en raideur cadavérique, c'est-à-dire qu'elle est décédée depuis quelques heures où en fait tous les liens d'articulation, sont figés, vraiment dans la posture dans laquelle se trouvait, la personne. Donc quelqu'un qui est décédé sur ses toilettes, il sera décédé assis, c'est-à-dire que si tu le remets sur le dos à côté, il aura mmh. les jambes à 90 degrés comme s'il était assis. Et donc ça veut dire que La c'est position, elle est figée, comme une statue de pierre. et donc c'est donc comme de la pierre? Donc on détermine que c'est une rigidité cadavérique, donc cette personne est décédée et ensuite le troisième élément et qui concourt en fait à la période de la canicule, c'est, la putréfaction. Donc quand on commence à avoir des œufs dans les yeux et des larves dans la bouche, Mmh. ça fait déjà un bon moment que la personne est décédée. Donc là, on n'a pas besoin de médecin d'emblée, tout de suite, en tant que secouriste, on se dit que la personne est décédée. Réglementairement, en tout cas, c'est comme ça. Donc il y a effectivement cette vision d'horreur-là et il y a aussi, dans la cour de Boulogne-Billancourt, qui est une très grosse caserne, on a, des remorques réfrigérantes puisqu'il y a plus de place dans les morgues. Donc on voit arriver en fait des remorques réfrigérantes qui sont faites pour quoi? Pour les traiteurs, pour, transporter des salades. Bon, on y a mis des morts. Moi, je voudrais Mmh. bien savoir qui est-ce qui a désinfecté derrière avant de remettre des salades. J'ai la réponse, mais bon, je vous laisse réfléchir et ensuite, on a vu arriver des cercueils, donc les cercueils bois, hein, que tout le monde Mmh. imager. Dans notre remise, on a dû sortir une remise, c'est un garage, on a dû sortir un camion pour pouvoir empiler des cercueils vides avec, ce qu'on appelle un double cercueil finalement où, pendant la canicule, les transporteurs de corps qui prenaient en compte un cadavre, le mettaient dans ce qu'on appelle un cercueil de zinc, un cercueil de plomb, pour OK. qu'il soit hermétique et par-dessus lequel on mettait un cercueil en bois. Finalement, ça faisait quelque chose qui était étanche, parce que déjà que les cadavres qui étaient pris en charge étaient déjà dans un état de putréfaction très avancé. Il faut savoir que la peau est faite, comme vous allez à la piscine pour pas que l'eau, rentre dans votre peau. Ben, en fait, quand on est putréfié, vous avez tous les liquides du corps qui ressortent de la peau. La peau OK. n'est plus étanche. Donc vraiment, on est composé à 75 de fluides, de l'eau, des acides, de l'urine, des excréments, des graisses, et cetera. Tout est liquéfié et en fait, il contenait comme il pouvait, les fluides, des corps qu'il prenait en charge dans ce cercueil en zinc, qui était lui-même entouré d'un cercueil en bois. Donc ça, c'est 2 choses très, très particulières de la canicule que j'oublierai jamais. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a marqué? Beaucoup de choses m'ont marqué dans ma carrière de pompier. Hem, à l'instar d'un grand film américain, on compte pas les personnes qu'on a pu sauver ou aider, mais on compte en tout cas celles, où on n'a pas pu aider. Et moi, je prendrais l'exemple, c'était dans mon village, à côté de mon village. J'avais 16 ans, donc en plus très marquant, au niveau de l'âge. On arrive dans une ferme, donc une ferme agricole qui était en feu et le feu avait déjà été très développé dans cette ferme et les gens nous disent: «La dame est dans la cuisine». En fait, on arrive en ambulance, donc c'est-à-dire qu'on a un casque, on a une tenue de feu, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas d'appareils respiratoires qui nous permettent d'aller dans les fumées, qui sont nocives, toxiques et mortelles. Et en fait, bah, je m'approche au plus près de cette, pièce qui était dédiée à être une cuisine, où les flammes sortent par la fenêtre. Donc j'ai vraiment déjà une Mmh. sensation de chaleur qui est énorme. Et en fait, je me prends une tuile, du toit sur le casque. Mais bon, je dis: «Voilà, il y a quelqu'un derrière» ou je ne sais pas, voilà. Il faut savoir que la pièce était à environ 1100-1200 degrés quand les flammes sortent d'une pièce comme ça. Ça faisait bien longtemps que la personne a été décédée. Mais ça, c'est quelque chose que je garde un peu en mémoire, qui est traité, hein, qui est une souffrance qui est soignée depuis, mais où on se dit: «Mais il faudra avoir une cape de super-héros, gagner quelques minutes avant que cette pièce soit enflammée pour pouvoir sauver cette personne». Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et tout à l'heure, à l'introduction, je te disais que je travaillais au 1812 chez les pompiers de Paris, qui est le plus grand centre de réception des appels d'urgence en Europe. On reçoit en 24 heures 5000 appels. Sur les 5000 appels, on va envoyer 1200, 1300 fois un camion de pompiers. C'est dire qu'il y a un tri quand même.
le tri, parce que les gens se trompent souvent de numéro, quoi, hein. On n'est pas, non plus, Oui, ils pensent que c'est un médecin à disposition, ouais, ou bien, voilà, bon, on a quand même des présidents du syndic dans les beaux quartiers de Paris qui nous exigent de venir, libérer un accès pompier pour leur déménagement. C'est un peu ce style-là, quand même. OK, Donc d'accord. pendant qu'eux appellent pour ça, pendant que tu appelles toi pour un accident grave ou un incendie, ça bloque des lignes. Et bien sur une ligne que j'avais prise, c'est, une dame et un monsieur, un couple qui rejoignent leur chambre de bonne à Paris, après un enterrement de vie de garçon et de jeune fille parce qu'ils allaient se marier. Et la jeune fille se réveille, donc il faut imaginer une chambre de bonne sur 2 niveaux, le premier avec la cuisine et la mezzanine avec une chambre à coucher. Elle se réveille, chance ou malchance, et elle voit la cuisine en feu, en fait. Et quand elle compose les 18, c'est moi qui suis au téléphone et je comprends très rapidement qu'elle tousse, qu'elle a une sensation de chaleur et donc elle me décrit que sa cuisine est en feu. Je lui demande s'il y a un échappatoire, elle me dit: «Non, la seule porte d'entrée est à côté de la cuisine». Donc faut s'imaginer de la mezzanine voir sa cuisine en feu et ça va très, 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 très vite. J'engage immédiatement les secours à cette adresse et ensuite je cherche avec eux, puisque son futur mari et elle-même, un échappatoire. Elle me dit: «Il y a une fenêtre de toit au niveau de la mezzanine». Je dis: «Mais écoutez, il va falloir faire vite puisque quand vous allez l'ouvrir, Ouais, vous allez en fait faire un créer trigger. un tirage, donc ça va développer davantage le feu, mais ça permettra d'évacuer les premières fumées et gaz chauds qui sont toxiques et mortels et surtout vous, ça vous permettra de vous échapper, par la toiture en attendant que mes collègues arrivent. Ils savent à quel étage vous êtes, ils vont développer la grande échelle tout de suite et venir vous chercher». Le futur mari donc il décale le lit, il monte sur le lit, il se hisse à la fenêtre, du toit aidé par, sa future femme. Donc en tenue de nuit, hein, donc tenue très légère et ensuite, je comprends que le passage de madame est très difficile et en fait, la personne tousse, a énormément chaud et Tu es puis au elle téléphone avec commence elle à ce moment-là? je suis au Toujours tout téléphone, toujours, toujours, toujours. Impensable pour moi de raccrocher. Je sais que mes collègues sont en train de s'habiller, on est en pleine nuit, qui se rendent le plus rapidement possible, sur place. J'ai 200 confiance en eux. Mais moi, je veux garder un lien avec ces 2 personnes-là pour vraiment, voilà, leur apporter mon soutien. J'ai pas de cap de super-héros avec moi, donc vraiment l'idée de leur donner les meilleures consignes pour qu'ils puissent sauver leur vie. Parce que le risque était quand même, bien bien réel. Et donc, je suis avec eux, je dis: «Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une difficulté? Est-ce que» et cetera. Elle dit: «Mon futur mari essaye de me tirer, par la fenêtre, pour m'aider à vraiment à me sortir de là. Mais, faut que je me rende à l'évidence, je suis en surpoids et je ne passerai pas par la fenêtre». Et là, bon, on n'a pas les images, hein, mais on se dit: «Bon, voilà, est-ce que c'est, je sais pas, une hallucination qu'elle a?» et cetera. On entend le mari, donc les Ah, mots, qui fait? «chérie», machin et cetera. Et jusqu'à ce que, bah, la communication, coupe, puisque la personne brûle vive au téléphone. Et si elle brûle vive, ben, c'est que le feu est là et si le téléphone est dans le feu, c'est que bah, tout brûle. Et donc le résultat, c'est que mes collègues pompiers vont sauver, le le futur mari en boxer, Le toit? sur le toit, au donc dernier étage et vont faire la macabre découverte une fois qu'ils auront, réalisé l'extinction de l'incendie, de cette future femme, au niveau de la chambre à coucher, voilà. Et Oh, je me rappellerai toujours la réflexion de la maman, qui par d'une façon interposée, hein, pas directement, parce que moi j'étais au centre de réception des appels et donc j'ai pas vu cette maman et heureusement, a demandé: «Est-ce qu'on peut habiller ma fille, de sa future robe de mariée, non. dans son cercueil?» Là, bon, les gens ont dit: «Oui», ça n'a jamais été fait, mais pourquoi? Parce que quand on brûle carbonisé, on est réduit, on fait pratiquement un tiers de notre, Ah hauteur vous en avez moins ouais, OK. Ah, et parce que tous les membres, hein, genoux, coudes, se disloquent en fait. Donc on a un corps humain qui doit ah être, rassemblé quoi, donc le mari qui est impuissant en train de parce qu'en fait, dans ce genre de scène, je pense que t on s'imagine tous pouvoir tu parlais des flammes de la personne quand tu as vu, tu peux pas. il y a toujours un dans notre tête, on s'imagine c'est comme dans les films, tu sais, on va se dire: «Allez, on y va», mais en fait, là, c'est je pense qu'il d'imaginer que c en plus, tu dois vouloir tirer, tu sais que tu as tout fait pour, ça doit être C'est ça, horrible. exactement, ouais. Donc eux Ah vivent avec OK. ça et donc ça, c'est le côté, voilà, cap de super-héros, on se dit: «Oh bon, si on avait pu à ce moment-là, on aurait fait mieux, quoi».
Comment toi, à ce moment-là, tu arrives à parce qu'en fait, là, il y en a encore plein d'autres pour les gens qui vont nous écouter et nous regarder, il y a encore plein de choses qui vont arriver, qui sont encore plus impressionnantes et un peu hors du commun. Mais comment toi, à ce moment-là, tu fais pour vivre avec la mort? Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, quand on fait ce travail-là, c'est pour sauver des gens. Oui. Finalement, on s'attend à faire plein de choses pour contribuer, aider, mais là, après, faut vivre avec ce qu'on n'avait pas imaginé. Comment tu fais pour vivre avec la mort après ça? Bah, c'est le côté, pompier de Paris. Tu prends un polo quand tu es de garde, il y a marqué pompier de Paris sur ton pectoral, et tu te dis: Ouais, c'est «Ben comme un voilà, rôle, bon, ben, je suis dans, comment dire? Un ton rôle, rôle, ouais. le rôle». Après tu redeviens Baptiste quand tu es, avec ta femme, tes enfants et dans ta vie civile et puis moi je prends souvent le cas, c'est un pansement. Tu penses en fait. C'est un pansement, donc tu mets un pansement, tu mets 2 pansements, puis quand tu arrives à une centaine de pansements par Mmh. rapport au drame que tu, vois, que tu constates dans ta vie professionnelle, tu prends aussi des pansements dans ta vie personnelle parce qu'on n'est pas épargné, et donc là, tu te dis à un moment donné: «Mais enfin, qui va m'aider?» Donc c'est pas les institutions, hein, qui vont t'aider, encore une fois, que ça soit pompier, gendarme, ou policier, hein. C'est les métiers où on a le plus de divorces, on a le plus de suicides. J'ai plein de potes pompiers et plein de potes dans il y a vraiment un truc chez les pompiers qui est d'être c'est un peu comme chez les rugbyman ou dans les on est fort. Genre il y a un truc de je dirais pas il y a un rapport à la faiblesse qui est une sorte de déficit, mais de montrer que tu es soit potentiellement vulnérable ou avec de la faiblesse, forcément c'est un truc qui est difficile genre, Ouais, c'est ancré et tu vois? puis mais on te formate comme ça, en fait. Ouais. Donc moi, je suis sorti de ça, depuis déjà, bon nombre d'années et quand j'ai atteint le grade d'officier chez les pompiers et ben, en fait, je veux pas dire je me fichais de l'intervention, mais mes collègues étaient là pour l'intervention. Ils avaient Mmh. pas besoin d'un officier pour éteindre un feu ou désincarcérer une voiture. Ils savaient le faire tous les jours. Moi, mon rôle d'officier, je le prenais vraiment à cœur en me disant: «Il faut que je protège les femmes et les hommes que composent mes équipes, du flux de la route, des suraccidents, de comment ils vont». Mmh. On avait ensemble avec 2 collègues, sorti un conducteur polonais d'une cabine poids lourd qui avait brûlé. Cet homme était donc carbonisé. Quand, j'avais moi en tant qu'officier, ce qui est quand même rarissime parce que l'officier met jamais les mains dedans, avec 2 autres collègues pompiers, j'avais dit: «Ce qu'on vient de faire les gars, ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans la normalité et si vous avez besoin de quelque chose, faites-le savoir». Moi je prenais vraiment ce rôle-là en disant: «Je vais à mon niveau, sans prétention, essayer de déceler, de voir si quelque chose se passait, moins bien ou si après un retour d'intervention très dur, les gens, ramenaient ça chez eux et arrivaient pas à le digérer. La réponse, comment moi je m'en suis sorti, ben, c'est que j'ai essayé plein de choses. Psychologue, sophrologue, hypnothérapeute et ce qui m'a sauvé la vie, c'est l'éthiomédecine. L'éthiomédecine, c'est une thérapie d'accompagnement, j'en suis devenu formateur. Pourquoi formateur? Parce que je voulais vérifier que, le fait que ça m'ait sauvé, est-ce que c'est un absolu? C'est-à-dire est-ce que ça sauvait tout le monde ou est-ce que ça n'avait sauvé que moi? Et donc je suis, jusqu'à aller, vraiment intégrer une formation, délivrée par Max Bernardo, qui est le monsieur en France qui a amené l'éthiomédecine avec le docteur Brinette. Donc des gens, Tu peux dire ce que c'est l'éthiomédecine? Genre? Ouais. l'éthiomédecine, c'est une thérapie, énergétique. Donc, c'est un soin où on est, allongé sur le dos, sur une table comme un ostéo ou un kiné. D'ailleurs, bon nombre des éthiothérapeutes sont, kinésithérapeutes ou ostéos. Donc des gens scientifiques, Mmh. qui ont fait des vraies études, qui ont des vrais diplômes, mais qui, ont, l'ouverture d'esprit de dire que, bah, on peut ajouter en fait un soin, énergétique, ce qu'on appelle, un soin, sur la couche éthérique du corps, donc qui se situe à 3 centimètres du corps, et qui permet en fait de libérer certains blocages émotionnels, OK. ou autres. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. J'ai intégré cette formation en disant: «Mais est-ce que ça peut sauver d'autres personnes?» La réponse est oui et j'ai voulu en fait vérifier, pour avoir pleinement confiance, dans ce secteur d'accompagnement, en thérapie d'accompagnement, que les thérapeutes étaient là pour les bonnes raisons et la réponse est oui. Et aujourd'hui, j'ai un certain nombre de thérapeutes, auprès de qui je fais appel pour intervenir, après les drames que moi je nettoie, principalement les crimes. On parlait des féminicides tout à l'heure. La première personne qu'on a accompagnée gratuitement, avec un thérapeute, le 8 mars dernier, le 8 mars 2025, ironie du sort, hein, journée de la femme, on a accompagné, Sandra pour sa cousine, morte à coups de couteau de son ex-conjoint. Pourquoi je fais ça? Comme tout ce que je peux proposer aujourd'hui,
Tu disais que le nettoyage était un début et on proposait beaucoup de prestations derrière. En fait, je propose tout ce dont j'ai manqué. Parce qu'on ne tiendra pas la main aux gens. On, c'est l'État. On, c'est les assurances. Parce qu'apparemment, ça ne les intéresse pas d'aider les gens qui sont face à ces drames-là. J'alerte moi depuis 8 ans, je continue à alerter. Moi, on ne m'arrêtera pas. On a pu faire avancer la loi sur le crime, mais il y a encore bien d'autres choses à faire avancer. Et à mon échelle, au niveau du réseau, de ma société, le réseau Horizon Après-Vie, on propose toutes les solutions après décès et notamment toutes celles que j'ai manquées, comme celle de me taper sur l'épaule en me disant: «Mais écoute, bon courage et va voir un psy». Mais t'as pas envie en fait, parce que tu viens, avec ce qui vient de t'arriver dans ta famille, déjà tu as une culpabilité. Tu dis: «Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait?» Ensuite, il faut le discernement parce que c'est tellement traumatisant que le cerveau t'en préserve et il t'en préserve tellement qu'à un moment donné, tu te demandes si c'est la réalité. Mmh. Mais bon, quand tu appelles le numéro de la personne défunte, il répond toujours pas. Donc là, tu dis: «Oui, effectivement, elle est bien décédée. On a fait des obsèques, effectivement, OK, on est dans la vraie vie». Derrière quoi, tu as aussi, le côté, bah, personnel, intime. Tu te dis: «Mais ça n'arrive qu'à moi ou qu'à ma famille, donc aller en parler à qui?» Bah, c'est vrai qu'il y a une sorte de honte, alors pas de De honte, en tout cas tabou? de pudeur Ouais. aussi à Mmh. vouloir, parler de ce truc-là. Parce qu'en fait, y a personne n'a envie entre guillemets tout le monde est hyper intéressé par ces sujets, mais est hyper intéressé par les gens qui les racontent, pas par, ceux qui sont en train de les vivre. Entre guillemets, quand ça t'arrive, il y a personne qui va te dire: «Mais en fait, alors tu as fait comment, tu as dû faire comment pour ramasser, ou ranger ta maison?» Il y a c'est une question qu'on se pose même pas, C'est ça. quand on n'a pas l'occasion. Donc il y a une sorte de pudeur, j'ai l'impression aussi derrière. Oui, puis c'est un peu le côté aussi tabou parce que, je veux dire, on n'est pas immortel, hein, donc évidemment le plus tard possible, mais parler de la mort, ça ne nous fait pas mourir, hein. Donc parler avec ses parents, avec ses proches de la façon avec lesquelles ils souhaitent le rite, religieux, pas religieux, enterré, incinéré, enfin ça Ouais, paraît des il y a questions une des fois ouais, il y a une sorte de déconnantes, mais non, il y a un truc de style, si on n'en parle pas, ça nous arrivera le plus loin c'est ça nous ça. arrivera pas ou le de pas en parler, ça une sorte un peu de taillissement de, pas pour moi. Alors, OK, c'est vrai, Mais par autant dire contre, le jour franchi où ça arrive, on se dit: «Ah mais qu'est-ce que voulait maman? Qu'est-ce que voulait papa? mmh. Qu'est-ce que voulait, j'étais il y a 2 jours, dîner avec les parents de mon ancien chef de section. Il est mort à 36 ans. Mon ancien chef de section, c'est lui qui nous a formés, formatés à Villeneuve-Saint-Georges en tant que pompiers de Paris. On était, 3 pompiers, Sébastien, Thomas et moi-même, devant les parents qu'on a retrouvés par synchronicité de la vie. Eh bien, la première chose qu'ils nous ont dit: «Bon, il y a pas de tabou». «Ouais, il y a pas de tabou?» Eh bah, la preuve en est, c'est qu'ils avaient fait une pierre tombale pour les accueillir eux. Ils ont plus de 70 ans aujourd'hui. Et bien, le premier qui, a finalement, été, intégré à cette pierre tombale, c'est leur fils de 36 ans. C'est pas le c'est pas la logique des Mmh. choses, mais on voit bien que c'est quelque chose qui peut arriver et qui ne prévient pas. Et donc le fait d'en parler déjà permet de connaître en fait les intentions de chacun. Heu, Après tes 11 ans de bons et loyaux services, dans la dans chez les pompiers, tu pars dans la police scientifique. C'est ça, hein? C'est Je me ça, trompe pas? ouais, ouais, exactement. Pourquoi tu as changé et pourquoi, ce boulot de la police scientifique? Canicule 2003, je voulais en savoir plus, sur ces corps en fait. Je m'étais dit qu'il y avait une façon de pouvoir révéler le travail du médecin légiste. Je voulais pas être médecin légiste, mais en tout cas, je voulais concourir entre, le service à la personne, le secours à la personne d'urgence qui étaient les pompiers de Paris, le côté, médecin légiste. Je voulais trouver un entre 2 pour manifester la vérité, les causes de la mort en fait. Et puis, je me disais dans les habitats dans lesquels sont décédés ces gens, ils doivent comporter plein d'indices, ces habitats, ces appartements, ces maisons et j'ai tout de suite trouvé intéressant de un jour, pouvoir, passer le pas, passer le cap, d'intégrer la police scientifique. En plus de cela, effectivement en 2003, moi on me demande de venir reconnaître, la dépouille de mon grand-oncle Henri, décédé, rue de la Roquette, quartier Bastille à Paris, mort de sa belle mort. Pourtant on avait fêté une semaine avant ses 70 ans, donc c'était pas quelqu'un qui Oui, était laissé à l'abandon. il était pas non plus excessivement vieux pour, une mort, on va dire de vieillesse. Ouais. Exactement, tout à fait, ça n'a pas prévenu. Il a été découvert, par le voisinage, les pompiers et cetera, ça on l'a pas su. Il a été, à l'Institut médico-légal de Paris pour justement manifester la vérité des causes de sa mort et c'est là où moi on m'appelle. Je ne reconnais pas du tout mon oncle Henri, je le reconnais juste à le fait qu'il soit porteur, d'une montre Gousset, une montre à l'ancienne, qu'il portait à la ceinture et qu'il, mettait dans sa poche et c'est comme ça que j'arrive à reconnaître que c'est sa montre en Ça, fait. c'est fou. Il y a à aucun moment, je pense qu'on peut s'imaginer,
découvrir quelqu'un qu'on connaît parfaitement et de pas le découvrir. Genre C'est c'est sûr, c'est certain. Mais voilà, j'insiste là-dessus parce que, effectivement, on peut pas y penser, on peut pas l'imaginer et pourtant c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie et ensuite, je passe par le commissariat qui me remet les clés du domicile en me disant: «Ben, voilà, bonne chance». Écoutez, bah, merci. J'arrive, devant la porte de l'entrée, deuxième étage sans ascenseur et on voit, enfin je vois une étiquette, ce qu'on appelle une étiquette à sceller. Il faisait l'objet de l'article 74 d'une enquête d'essai, donc qui dit enquête dit, scellé de l'appartement, donc on ne pouvait pas pénétrer avant. De toute façon, on n'avait pas l'information qu'il était décédé. Il faut savoir qu'ouvrir une porte qui est scellée, c'est entrave à la justice et c'est de la prison et amende, hein, sur le code de procédure pénale. Donc c'est pas négligeable. Quand vous voyez quelque chose qui est scellé, surtout n'y touchez pas, ne pénétrez pas dans les lieux. Là, je découvre, découverte de cadavre avec le nom de mon grand-oncle. Bah, quand vous êtes une famille, déjà ça c'est traumatisant, vous avez la photo à vie. Vous ne pouvez pas faire de reset. Ça, vous prenez ça en pleine figure. Je pousse la porte et vraiment dans l'axe du couloir, je vois au fond, la télé qui était encore allumée, le fauteuil devant lequel il est décédé et que la matelassure de l'assise n'a pas pu, vraiment condenser tous ces fluides humains. mmh, Donc, je vois très rapidement une flaque, par gravité qui était tombée sur le parquet, qui avait taché le parquet et là une odeur, vraiment nauséabonde qui m'imprègne. Par politesse, je ressors de l'appartement, je ne sais pas pourquoi, mais je préviens le bailleur et le bailleur me dit: «Écoutez, votre histoire, moi, je m'en contrefous. Dans 10 jours, vous libérez l'appartement parce que depuis le temps que je voulais récupérer cet appartement sous une certaine mmh. loi, dans les années 40, dans les années 50, il y avait une loi qui, permettait de ne pas rehausser, chaque année le loyer et donc lui, ce qui l'intéressait, c'était juste récupérer le logement pour le Un mec mettre empathique au quoi, un mec super voilà, empathique, mais ça, faut le ouais, dire aux gens, ouais. c'est-à-dire que leur histoire, qui est très personnelle, en fait, ne va regarder qu'eux. Mmh. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'empathie de qui que ce soit et surtout des propriétaires non occupants, qui, ne visent qu'à faire de l'argent, en termes de loyer. Donc prévenez le bailleur ou le propriétaire non occupant le plus tard possible parce que ça sera qu'un frein à votre Ouais. histoire. Moi, il m'est arrivé un truc, mon père est décédé et quand il est décédé, je crois le lendemain, j'avais des bon, ils avaient fait des trucs un peu, il y avait plein de dettes, plein de trucs, c'était hyper galère et j'avais des huissiers qui nous appelaient tous les jours, 15 à 20 fois par jour. On a été obligé de leur dire: «Juste, il est mort il y a 6 heures, genre, s'il vous plaît, laissez». Ils s'en foutaient royal, quoi, Exactement, royal, ouais. Donc exactement. moi, je l'ai vécu, donc je confirme qu'à ce moment-là, tout le monde s'en fout, quoi, hein, C'est tout le monde s'en ça, fout. tout à fait et donc partant de cela, et puis de la difficulté de déménager tout seul, je me souviens encore du réfrigérateur du deuxième étage que j'ai sanglé dans mon dos, que j'ai descendu tout seul au rez-de-chaussée parce que moi je suis pas du tout de la région parisienne. J'y suis monté que pour, le fait d'être pompier de Paris, donc j'ai vraiment fait ça tout seul, ce qui était d'autant plus traumatisant et ensuite, bah, il restait les tâches, au sol. Donc je suis allé, au Cooksey Market du coin là, au supermarché du coin et puis je suis allé chercher des gants à manchettes, des détergents, des éponges, des grattoirs, en essayant de faire ce que je pouvais Mmh. et évidemment je suis pas, j'ai pas pu me résoudre à effacer la tache sur le sol qui était imprégnée dans le parquet massif parisien. Hem, j'ai pas pu, évidemment, anéantir, enfin neutraliser les odeurs de mort et j'irai même plus loin, c'est-à-dire de l'appartement, j'ai gardé qu'une caisse à outils en métal, je sais pas pourquoi, mais bon, Mmh. et dedans, il y avait un marteau et ce marteau, il avait un manche en bois qui était non verni et puisqu'il était non verni, c'est un matériau qui est poreux. L'odeur de mort s'est incrustée dans le marteau. J'ai ramené cette boîte à outillage chez moi, je l'ai mis dans la cave et 7 ans après, quand j'ai déménagé, j'ai rouvert cette boîte à outils, le marteau sentait encore la mort. Waouh! C'est pour dire que ça ne suffirait pas Ouais, d'aérer, il faut vraiment quelque chose enfin, il faut un process pour neutraliser cette odeur et puis comme si ça ne suffisait pas, ben, l'année d'après, j'étais, toujours pompier de Paris, en 2004, mon père m'appelle et me dit: «Voilà, Stéphanie est partie avec, les enfants». Stéphanie, c'était la femme de mon cousin. Mon cousin était marin dans la marine nationale et Stéphanie l'était également. Elle était à un poste sédentaire, elle ne partait plus en mission, alors que mon cousin, lui, partait en mission. Et à la veille de partir en mission, justement, Stéphanie lui avait dit: «Écoute, si tu pars en mission, moi je pars avec les enfants». Sous-entendu, oui, notre, histoire ça d'amour arrête, prend fin. Sauf qu'à la veille de partir, après avoir équipé le bâtiment de guerre prêt à partir de la rade de Toulon, eh bien, il rentre chez lui, et il voit, un écriteau, une lettre, que son ex-femme lui laisse et bon, elle crache son venin sur la lettre
Elle dit qu'elle est partie avec les enfants. Donc il dit: «Bon, ben, voilà, ce qui devait arriver arriva, je m'en occuperai une fois que je rentrerai de mission», 6 mois de mission. Sauf qu'arrivé dans le séjour, il voit ses 2 enfants sur le canapé et en fait, ces 2 enfants, ont les yeux fermés et sont tête bêche. Donc il va, les embrasser et en les embrassant, il sent sur ses lèvres que, leur peau est froide et ils étaient en pyjama et quand il descend le regard, il voit, au niveau du cœur, du sang et donc il comprend, rapidement qu'ils viennent d'être tués à bout touchant par leur mère et quand il détourne la tête, après le parterre de jeux, un sol en mousse, avec des figurines de jeux, il découvre, le corps de Stéphanie, sa femme, avec le fusil, entre les mains qui, après avoir rechargé l'arme, après avoir mis les cartouches à la poubelle, s'est retourné l'arme, contre elle. Eh bien, lui a nettoyé cette scène, avec des proches de sa famille. Heu, Là, c'est là alors déjà que la scène déjà le l'événement lui-même, il est juste, dingue. Genre, c'est moi, j'ai des enfants, donc forcément, on se projette un peu dans ce genre de truc. On n'arrive même pas à imaginer ce genre d'événement, mais en plus, faut nettoyer, quoi. Genre, c'est-à-dire que lui double en fait, finalement, c'est des double, triple peine parce que ça s'arrête plus, quoi. Exactement, on s'en remet d'une jamais, de 2 on intègre en fait, les besoins que l'on a à l'instant T par des membres de notre famille. Ça veut dire qu'on traumatise il y a aucun jugement dans ce que je Ouais, dis, bien c'est sûr. juste pour éclairer les gens, c'est juste ça. C'est comme la bande de potes qui va vouloir nettoyer, le suicide d'un des leurs, c'est juste 10 personnes qui vont être traumatisées, hein, voilà, c'est Toi, tu juste déconseilles aux gens même ah limite de ben, f ouais. je déconseille évidemment. Le collègue pompier, le collègue policier, le collègue militaire, non mais il faut arrêter tout ça. En fait, aider son prochain, c'est faire appel à une société spécialisée, en fait. Il faut arrêter de se sous l'égide de l'entraide. C'est naturel et c'est humain, hein, il y a pas de jugement. Sauf que vous allez être traumatisé et pour être passé par là, j'ai mis 15 ans à m'en remettre donc et parce que je m'en suis remis. Mmh. Il y a des gens qui, ne s'en sont pas remis. Hem, Pourquoi je dis ça? Parce que c'est 2 événements, en fait. Mon grand-oncle, mon cousin, c'est des drames familiaux, ils sont là, ils ont existé. Il y a soit la possibilité de prendre un petit cachet tous les matins qui est un inhibiteur, Ouais. hein, ou l'alcool ou la drogue ou que sais-je, en disant: «Mais en fait, ça a pas existé». Soit de se dire, ben, un jour, j'essaierai moi ma manière de faire avancer les choses et c'est la raison pour laquelle, 11 ans après, j'ai intégré, sur concours la police technique scientifique en tant qu'agent spécialisé de police technique scientifique où, j'ai pu obtenir après, les diplômes passés à Écully à côté de Lyon, le seul endroit en France où on forme les Je vois. policiers Mmh. scientifiques, le titre professionnel de criminalisticien de sécurité intérieure où là, j'ai pu œuvrer pour la manifestation de la vérité sur des crimes, des délits, des viols, des effractions, des vols à main armée, enfin, et cetera et beaucoup de découvertes de cadavres. Parce que finalement, quand tu es pompier, en fait, on t'appelle, tu es le premier élément qui vient généralement. Là, dans le plus scientifique, tu dois essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé C'est ça. et là, tu apprends des techniques qui sont Bah, c'est fou parce que, bah, on est le quel dernier, type de technique? dernier maillon de la chaîne qui va quitter l'appartement, c'est-à-dire qu'on est très souvent aidé du médecin légiste qui lui va faire des constatations externes, sur les lésions que le corps peut avoir, prendre la température du cadavre et c'est comme ça qu'on arrive à Savoir à peu peu près. près, savoir, quand est-ce que les personnes sont décédées. On peut jamais savoir que c'est, dimanche dernier à 21 heures. Ça c'est du Oui. des films, hein. Tu es en train de me dire que dans les films, on nous ment? Ah oui, Ah oui. putain, j'étais pas sûr, mais là Philippe Boxeau vous le dira très bien également. Mais oui, tout à fait, on peut c'est des abacs en fait, qui prend tout un tas de mesures et qui peut nous dire, approximativement la personne est décédée à ce moment-là. Hem Et donc sur les environnements, où les gens sont décédés, où s'est commis des méfaits, et bien on va, récolter, tout un tas de traces et d'indices qui vont être, caractérisés par l'officier de police judiciaire ou le magistrat en qualité de preuve, ou pas, pour les procédures, judiciaires. Donc là vraiment j'aime ce que je fais parce que, ben, si on passe à côté de quelque chose, bah, on bah, peut personne ne le ouais, verra. on découvrira jamais la vérité finalement. Ouais. Exactement. Donc puis voilà, j'ai des belles affaires où,
où je me suis dit, voilà, c'est intéressant le travail que j'ai pu faire et mener. Il y a une affaire où c'est toi qui as découvert quelque chose qui a fait qu'on a découvert la vérité? Genre, il y a un élément où il y a des Oui, oui, ben, là, comme ça, d'emblée, je pense à, un rétroviseur intérieur d'une très grosse berline. Quand on règle son rétroviseur intérieur, même quand on a un malfrat, on le fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on pose son pouce sur ah ouais. le coin supérieur droit pour régler le rétroviseur Ouais, où tu le intérieur. prends comme ça, ouais, ouais, Voilà, bon ouais. et ben celle-là, j'ai trouvé ce qu'on appelle une trace de pouce. Cette trace a été confondue avec une empreinte de pouce puisque cette personne était connue des services. Il y avait une trace sur le véhicule, hein, extérieurement, intérieurement, il y en avait qu'une, donc il fallait pas la louper. Dit comme ça paraît bête, mais il fallait Oh, pas mais la c'est toujours comme louper ça, ouais. et à la fois, cette trace-là, quand il faut la relever et la prendre en photo, il faut s'imaginer prendre en photo dans une berline, un miroir. Il y a quand Ouais, même une complexité c'est un peu particulière, technique, ouais. voilà. Mais enfin, c'était mon métier, on était formés pour ça et très bien formés et donc j'ai pu le confondre, sur les empreintes, digitales et ce qu'on appelle le dossier est sorti, le dossier a matché et donc après je n'ai pas les suites, mais je Ouais. pense qu'aujourd'hui il est en prison parce qu'il a commis, vraiment des choses, très, très graves. Là, bah, je me suis dit: «Si j'étais passé à côté de ça, on n'aurait rien eu». Et puis ensuite, il y a, le viol d'une institutrice qui demandait sa route dans le 93, en Seine-Saint-Denis, qui voit une très grosse berline, vitre fumée, qui pensait, tomber sur quelqu'un sorti de bureau. Elle tombe, sur 4 personnes, qui finalement sortiront de leur véhicule, font réintégrer cette femme dans son véhicule et chacun a une portière, font tourner cette dame et la violent dans cette voiture. Horrible. C'est, c'est le côté à la fois travail bien fait et à la fois, pas suffisamment de moyens qu'on a pu donner à cette affaire qui finalement sont ambigus. C'est-à-dire que je fais 26 prélèvements d'ADN, sur cette voiture pour pouvoir, retrouver ces 4 protagonistes et le magistrat dit à l'officier de police judiciaire: «Vous ne prenez que 3 écouvillons d'ADN». Les écouvillons sont des gros cotons-tiges. Mmh. En fait, il faut essayer de se placer dans la peau du malfaiteur, donc à chaque portière, en se disant: «Mais où est-ce qu'ils ont pu empoigner quelque chose? Où est-ce qu'ils ont pu, Ah ouais. laisser, un fluide, humain?» et cetera. Donc moi, j'en fais 26. L'officier de police judiciaire me dit: «Il m'en faut 3». Je dis: «Mais pourquoi 3?» Il me dit: «Parce que un écouvillon, c'est à l'achat, c'est 3 centimes d'euros. En fin de chaîne, c'est 140 € hors taxes pour la justice». Ah ouais, donc là, je ouais. Et en fait, le magistrat fait un calcul très simple en disant: «La voiture de cette institutrice qui était une 306 diesel d'occasion». Je me souviendrai toute ma vie. En fait, par le fait que c'était une voiture peu chère, la réflexion du magistrat, ça a été: «Mais on va quand même pas dépenser plus d'argent en écouvillon pour manifester la vérité que ce que vaut la voiture». C'est ouf. Donc on est juste en train de dire que si elle avait été violée dans une classe S Mercedes plutôt une 306, on aurait donné plus de moyens. Moi, ça, c'est le côté injuste qui m'horripile. J'ai écarté les 26 prélèvements et j'ai dit: «Toi, tu fais le choix, pas moi». Moi, j'en ai fait 26. On ne peut pas savoir s'il y avait 26 éléments Mmh. d'ADN, mais en tout cas, j'ai donné les chances pour. L'officier de police judiciaire m'a rappelé quelques semaines après l'exploitation de ces éléments d'ADN en me disant: «Baptiste, je suis content, les 2 mises en cause, heu, on les a retrouvés et ils sont écroués». Et je dis: «Tu es satisfait?» Et elle me dit: «Bah, tu te rends compte, c'est quand même bien». Mais les 23 autres, écouvillons, peut-être, peut-être pas, peut-être qu'ils portent l'ADN des 2 autres qui sont dans la nature. Et c'était une des dernières affaires où après, j'ai rendu ma carte, pour démissionner parce que je ne pouvais pas être fonctionnaire d'État et créer mon entreprise. On va parler de cette alors là, tu es en train de me dire, là, franchement, j'avais pas tilté ça. Tu es quasiment capable de faire le meurtre, parfait. C'est dans l'idée. C'est tu sais comment ça peut se passer, tu peux deviner les détails et alors, au lieu de dire: «Est-ce que tu es capable de le faire?» c'est: «Est-ce que le meurtre parfait peut exister?» Je préfère cette question. Ouais, parce que là, si tu as ta copine, si tu es en embrouille avec elle, ça va être chaud là. Mais genre vraiment parce que là, tu as une vraie expertise. Là, on en rigole, mais là, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait se former au crime parfait, le parcours parfait, c'est de faire le tien. Donc est-ce qu'il y a un Peut-être il meurtre manque juste parfait? le côté légiste. Il va Mais peut-être bientôt, peut-être, mais je sais bon, pas ce que tu vas faire, mais j'ai participé à une centaine d'autopsies, donc je sais un peu de quoi il en retourne. Mais évidemment, moi, de mon côté, non, évidemment, c'est pas du tout l'enjeu. Je ne serais pas vicieux à ce point-là. Mais effectivement, le meurtre parfait, pour moi, n'existe pas.
Il y a toujours un détail. Même Et avec la technologie actuellement, il y a des et choses que. heureusement. Ouais. Et heureusement, parce que, bon, je pense dans la tête d'un meurtrier, ça doit quand même planifier beaucoup de choses. Il y a toujours le côté qu'on peut pas planifier. Il y a le côté erreur aussi, parce que tous les meurtriers sont pas des génies, et bien heureusement pour les services judiciaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les formations des policiers scientifiques, des techniciens investigation criminelle, c'est le même métier mais côté Mmh. gendarme, les techniques, et si on donne les moyens de manifester la vérité sur la scène d'intervention, d'infraction, de crime, personne ne peut passer entre les mailles, c'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est comme quand j'étais en police scientifique, ce qui se passe encore, aujourd'hui, sur le territoire des Yvelines, qui est un très grand département, j'étais le seul d'astreinte. Ça veut dire que quand vous Mmh. enchaînez un viol, un vol à main armée, une découverte de cadavre, qu'il est 4h30 du matin, vous n'avez pas dormi, c'est votre 6e jour d'astreinte, on peut passer rapidement à côté de la trace de pouce du rétroviseur intérieur. Et Ouais. c'est là où Et j'en veux un peu au système. C'est que là, ça se repose sur l'humain. Mmh. Si je, parce que je vais parler que dans la posture que j'avais, mais c'est aussi la posture de bon nombre de personnes d'astreinte aujourd'hui. Si vous loupez parce que vous êtes juste humain, parce que vous êtes fatigué, parce que ce jour-là, vous êtes à découvert sur votre compte, ou vous êtes pris la tête avec votre partenaire voilà, amoureux, bah, vous pouvez Oui, on n'est pas dans manquer les de bonnes discernement. Hein. dispositions pour, C'est- capter, Et vous avez personne derrière vous qui vous dira l'inverse. Voire même, on vous reprochera, on te le reprochera, non? ou peut-être, bah, ça c'est Ouais. sûr, reproché, si c'est découvert, parce que nous, dans notre milieu, si on passe et que c'est pas découvert, on n'a personne derrière nous qui va nous dire: «Eh, tu oublié ça», puisque personne ne passe derrière nous. Et j'irai même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, moi, je passe en tant que nettoyeur, Mmh. derrière les gendarmes ou la police, technique et Ah ouais. scientifique. Donc une fois que je suis passé, moi, ce qui est sûr, c'est que Oui, là, il c'est y a que plus rien, c'est ouais. hein. Là, il y a vraiment plus rien, il y a plus d'indice. Donc c'est quelque chose qui a été loupé, on peut pas le redeviner, ensuite. Et j'irai même plus loin, c'est que on reprend l'humain d'ailleurs, hein, côté pompier ou côté police ou côté gendarme, il y a des fois des affaires où on aime bien que ça soit vite fait, et ça me rappellera une personne brûlée vive sur son lit dans un appartement dans les Yvelines. Je descends de ma voiture de policier scientifique, le pompier me dit: «Elle est handicapée, c'était une fumeuse, elle fumait au lit». «Bonjour monsieur». J'arrive vers le commandant, police. Elle était handicapée, elle était alitée, elle était en fauteuil, elle s'est endormie, sur son lit, elle fumait, Ils avaient tous la même hypothèse en tout cas? Ouais. voilà. Alors déjà, il faut se méfier des premières hypothèses qui sont tirées comme ça, de façon très hâtive, et puis moi, j'ai commencé à faire ma recherche. On a commencé à me dire: «Mais pourquoi tu commences à sortir les truelles, les...» Beh, on est juste quand même sur un endroit où une personne À ce moment-là, tu es détective, est hein? Tu es décédée. Je détective? suis dans Ouais. la police Ouais, tu dans la scientifique à police ce scientifique, moment-là, pardon. et je dirais même plus, c'est que je suis investigateur incendie-explosion. C'est-à-dire que je donnais, des formations à l'École nationale de police de Wassel en Normandie, dans tout ce qui était investigation des bombes, des incendies, comment se développer un incendie, et cetera. Donc c'était vraiment ma spécialité. Et là, on se moque de moi en disant: «Écoute, on va pas y passer la nuit», et je sors des truelles, des petites choses, pour faire quoi? Pour aller au plus proche du sol. Parce que quand une pièce est enflammée, eh bien le plafond, les murs, tout ce qu'il contient viennent par comme château de cartes recouvrir le sol. Et donc moi, mon intérêt pour, retrouver, la vérité finalement, avant que le l'incendie ait eu lieu, je dois, trouver la couche la plus basse possible du sol. J'y retrouve un bouchon et j'y retrouve une étiquette qui était colorée avec une couleur vive violette. L'histoire dira que cette personne était en instance de séparation, que son ex-mari l'a aspergé sur son lit et lui a mis le feu. Si je n'avais pas fait cette investigation-là, ce monsieur serait paisiblement chez lui à l'heure où l'on parle. Donc c'est pour donner l'importance de se dire que l'humain, la formation, les techniques, OK, mais des fois, ça suffit pas, ou en tout cas, on pourrait passer à côté. Le crime parfait n'existe pas, mais humainement, on pourrait passer à côté de quelque chose. Ça veut dire que tu vas pas ouvrir des consultations de comment faire le crime parfait, premièrement. Mais forcément, j'ai une question qui vient, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé peut-être de te contacter pour essayer de camoufler des trucs? Parce que là, ça doit peut-être arriver. Alors je suppose que tu vas pas me dire: «Oui, on me contacte très souvent pour camoufler des meurtres, c'est ma deuxième activité». Mais ça, il y a pas des gens qui se sont dit, pas par bêtise, mais par, tu sais, genre te dire: «Vas-y, je vais quand même essayer, bon dernier recours», ça t'est déjà arrivé un truc comme ça ou? Alors,
pense que oui et en même temps, je pense que non. C'est-à-dire OK. que les gens ont dû, m'appeler et voyant le process avec lequel, avant d'intervenir, je Ouais, demande un certain nombre d'éléments, j'imagine que si ça s'est produit, je n'ai pas eu de suite. En OK, tout cas, on m'a jamais dit, «Est-ce que pour une valise pleine de billets, vous pouvez passer avant la police?» Ça m'est OK. jamais arrivé. D'ailleurs, c'est parce que j'ai en mémoire ce que tu viens de dire, ne pas passer avant les gendarmes ou la police, en tout cas pas d'effacer les traces avant une enquête judiciaire, que je demande un certain nombre d'éléments comme un certificat de décès, comme une réquisition pour un juge d'instruction ou un magistrat qui nous donne le droit, l'obligation d'intervenir, sinon j'interviens pas, Ouais, c'est une évidence. Par contre, mon maître, en la matière, qui est Danny Bisante, le premier nettoyeur au monde de cette certification, qui a commencé en 1998, qui m'a ouvert gentiment ses portes de sa compagnie, comme on dit, de son entreprise à Laval, à côté de Montréal, au Canada. Eh bien, Danny, lui, un 24 décembre, il a eu un appel de ce style. non! Voilà, mais très clairement en disant: «Voilà, quelqu'un a été tué, dans une maison, il faudrait que vous puissiez intervenir rapidement». Oui, bah, écoutez, 25 Noël étant férié, je peux, intervenir à partir de du 26. Donc vous avez pas compris notre demande. Il faudra intervenir cette nuit. Donc il regarde l'adresse, il dit: «Vous êtes à 300 kilomètres cette nuit, je peux pas me rendre, voilà. Et puis on n'a pas parlé au niveau du prix, je vous ai pas fait de devis. Mais l'argent n'est pas un problème, monsieur». Donc on lui a pas Waouh, dit waouh, de but waouh, en blanc, waouh, 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 waouh! mais Danny l'a interprété Ah bah oui, là, c'est facile à interpréter, comme là. C'est: comme éventuellement «Vite, votre prix sera le mien». Genre, voilà, passer c'est avant la oui. police. Donc évidemment, il n'a pas donné suite. Voilà. OK. Ah et là, je m'étais dit: «Peut-être j'ai une anecdote de fou». Tu allais me dire: «Oui, on va» mais c'est elle celle-ci avec Dany là, forcément, là, on en discute, mais j'espère qu'on va pas t'appeler. J'espère qu'on t'appellera pas pour ce genre de choses. Ah bah, la Je réponse est non, hein. En tout cas, il y a un protocole. Alors ce qui est dingue, tu parlais du Canada, avec tes années, dans la police, scientifique, plus pompier, on sent même quand on parle qu'il y a un côté très, accompagné. On sent qu'il y a des convictions derrière, de vouloir bien faire les choses qui sont j'ai l'impression qu'ils sont intrinsèquement là. Tu dis qu'avant il y avait pas du tout j'ai l'impression qu'il y a pas de formation, il y a pas d'éléments, qu'on te laisse un peu tout seul. À quel moment tu te dis que toi, tu as envie de te former à ça et à quel moment tu te dis qu'il te faut au moins un diplôme ou une expertise? Bah, en fait, tout simplement, quand j'étais en police scientifique, on faisait, bah, finalement la suite des pompiers, c'est-à-dire beaucoup de découvertes de cadavres. Principalement en police scientifique, on va faire ça, hein. Heureusement, très peu de crimes, toujours trop, mais peu, statistiquement parlant. Beaucoup de délits, beaucoup de choses comme ça, mais énormément de découvertes de cadavres. C'est des gens qui sont morts de leur belle mort, mais qu'on a découvert, tardivement décédés, donc nous, on doit exclure l'intervention d'un tiers. C'est énormément de suicides. Les gens, pour X ou Y raison, mettent fin à leur jour. Et puis, quelques crimes. Et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus que ce que je fais déjà?» C'est-à-dire concourir, aider, avec mes collègues, mon service, à la manifestation de la vérité. Et bien, en fait, c'était tout trouvé parce que, du fait de ce que je ne suis jamais parvenu à faire chez mon grand-oncle Henri à Paris, c'est-à-dire nettoyer ses restes humains, neutraliser une odeur de décès de cadavre, je me dis: «Mais il faut que je me forme, en fait, à ce métier-là et le proposer à tous ceux qui en ont besoin, mais trouvent personne pour le faire». Et donc, j'avais acquis, de l'expérience chez les pompiers de Paris, dans la police scientifique et je me suis dit: «Bon, bah, ça donnera de toute façon une valeur à ajouter et une cohérence, pour aller, dans ce métier qui est le métier de nettoyeur». Et puis, on va se le dire, c'était aussi pour, terminer une phase de deuil, parce que Mmh. si je fais du bien aux autres, je le fais du bien à moi. Donc de façon égoïste, c'est, ce qui va achever mon processus de deuil, des dizaines d'années plus tard, en allant faire du bien aux autres, là où moi, j'aurais aimé, trouver quelqu'un qui nettoie, les restes humains de mon grand-oncle, que je n'ai pas trouvé. Sur internet, j'avais regardé des entreprises de nettoyage qui me disaient: «Non monsieur, nous on fait pas ça». Donc finalement, je n'avais pas eu le choix que de nettoyer les restes humains de mon grand-oncle. Eh bien, je voulais donner ce choix, à ces familles parce que, il y a 56, c'est mon estimation, hein, puisqu'il n'y a pas de chiffre, officiel. Il y a 56 000 familles sur le territoire national en France chaque année qui seraient en droit, d'obtenir un service, de cet ordre, de nettoyage après une mort violente. Parce que les morts violentes, c'est quoi? C'est les crimes, les suicides, les morts naturelles et les gens qu'on découvre tardivement, qui posent des conséquences d'odeurs, d'insectes, et cetera. On a les accidents domestiques, les gens qui traversent leur baie vitrée croyant qu'elle était fermée,
qui la traversent en étant ouverte. On n'a pas besoin de mourir pour que nous puissions intervenir. On a les gens qui sont porteurs de maladies, qui, chutent lourdement, qui perdent énormément de sang. Je pense notamment à quelqu'un qui était porteur du syndrome d'immunodéficience acquise, du sida, qui était tombé lourdement dans les escaliers et tout le monde un peu en avait peur au niveau du voisinage. C'est nous qui, sommes, intervenus. Je pense aux pandémies comme au Covid-19 où nous avons été énormément sollicités puisque là où plus personne n'allait, nous allions, désinfecter, les lieux, les plateaux télévision, les plateaux de radio, les vendeurs de matériaux, enfin et cetera mais je voulais une réelle expertise. Je voulais pas m'improviser, nettoyeur de quoi que ce soit sans avoir une réelle expertise. Après une recherche, j'en ai trouvé 2 dans le monde, aux États-Unis, au Canada. Aux États-Unis, ça parle anglais, je parle pas anglais, je fais aucun effort et je me suis donc, inscrit sur une formation en présentiel, hein, physiquement, j'ai traversé l'Atlantique, à l'académie de Montréal, avec, une dispense de formation, de certification, où il fallait atteindre plus de 95 de réussite à l'examen pour être certifié. J'en ai obtenu 98, c'était donc une formation, une certification délivrée en français par Michel Forget, chez Select Pro Academy et donc, je suis revenu avec un titre de certification. Et j'œuvre, on va dire, avec ce titre depuis 8 ans, qui me permet, de proposer vraiment une réalisation, une prestation technique d'une très grande qualité auprès des familles. Aujourd'hui, avec 8 ans d'activité, j'ai plus de 2 000 interventions en actif. Donc, j'y apporte évidemment une technicité de nettoyage, mais comme tu l'as compris, voilà, un panel de prestations qui est bien plus large, que le simple nettoyage. On voit qu'il y a une expertise, rien que dans ton approche déjà de base, on voit qu'il y a une expertise. Avec cette formation, bah, tu vas vraiment aussi dans cette, lignée de vouloir proposer quelque chose dont les gens ont un accompagnement, il y a une expertise et en plus il y a vraiment quelque chose de scientifiquement prouvé avec, des méthodes et tout, donc ça déjà, rien que ça, de vouloir le faire alors que ça aurait pu être facile de dire: «Bah non, je fais un peu comme tout le monde, j'ai un peu d'expérience». Non, on sent vraiment ça. Forcément, le quotidien, de nettoyeur de scènes, soit de crimes où il y a eu des morts, violentes ou pas, ça se passe comment? On t'appelle souvent pour, le même type de scène, est-ce qu'il y a un quotidien particulier qui revient ou il y a pas du tout de routine? Alors, c'est sûr qu'il y a pas de routine. C'est-à-dire que je sais que demain, voilà, je vais en Essonne faire un travail après un suicide, une arme à feu, une personne âgée dans une chambre, mais je ne sais pas ce que, mercredi, jeudi, je fais. Donc OK. évidemment, il y a pas de routine. Il y a pas une récurrence dans les types d'appels ou de choses sur lesquelles on te fait intervenir? La récurrence, ça pourra être le suicide. Le suicide à arme à feu, c'est quelque chose qui est très représentatif dans notre, secteur, OK. d'activité. On intervient très souvent, que ça soit, après le suicide de collègues, donc de policiers, de gendarmes, énormément de suicides, bah, du fait qu'ils aient l'arme à feu à la ceinture. Ah, je me posais la question de parce qu'en fait, les armes à feu, c'est quand même galère à choper. Ah oui, OK, donc Ils plus l'ont des à la comptes. ceinture OK. de pas, enfin, posteriori aux attentats, ils ont donc la possibilité de rentrer chez eux avec leur arme de service, sous un tas de conditions, mais ils rentrent chez eux, voilà, bah, chez eux, quand ils broient du noir, une idée noire, bon, bah, voilà, une balle OK. de 9 millimètres et c'est terminé. Donc ça, on en voit beaucoup. Les instances gendarmerie et police, nationale, évidemment, nous font confiance, me font confiance de par les anciens métiers que j'ai pu faire. Quand on achète une obligation de résultat au sein de mon entreprise, on y achète aussi le silence. Moi, je ne véhicule sur aucun de mes sites, internet, réseaux sociaux, la moindre intervention en 8 ans d'activité. Je prône pas mes services en disant, «Ce mur est bleu, il était rouge, il est de nouveau bleu». Les Il y a pas notre com d'avant-après, quoi. Non, non, non et notre communication se base uniquement sur le bouche à oreille et sur le fait que, ben, on était en capacité de résoudre, techniquement un environnement qui a été, lésé par, notamment le sang ou les fluides humains. Après un crime, un suicide ou une mort naturelle à découverte tardive ou un accident du travail. En parlant d'accident du travail, on a les inspections du travail, on a les mutuelles, agricoles ou autres,
qui font face à des accidents très graves. Agricoles, bah, évidemment, c'est des engins qui sont très gros. Dans le milieu du travail, on a des environnements de travail qui sont ben, très dangereux et qui, quand l'accident survient, causent beaucoup de dégâts. Je pense aux gens qui sont happés par des machines. Je pense dernièrement, il y a quelques semaines, nous sommes intervenus sur un broyeur. Un broyeur, c'est vraiment un dispositif, une machine qui se place devant un tracteur agricole et qui broie en fait les vignes dans un pré, dans Mmh. un champ. La conductrice du tracteur s'est aperçue que le broyeur était finalement en panne. Quand elle est descendue, elle s'est aperçue qu'il était bloqué. Elle l'a débloqué, elle y a passé ses deux bras entiers. Elle est restée 50 minutes dans le vignoble à crier au secours. Elle a été découverte par son directeur d'exploitation. Eh bien, on intervient sur des cas de figure comme ceux-ci, parce que l'inspection du travail et la mutuelle sociale et agricole dit il faut une société spécialisée pour effacer tous les stigmates de peau, de chair et de sang dans le broyeur. Mais on ne vous dit pas qui appeler. Donc on met sous scellé un tracteur, on met de la rubalise, on met une barrière en disant défense d'entrée, et ce tracteur reste 3 semaines comme ça. Et ça sera par le biais d'un média que le compagnon d'une personne qui avait la qualité, qui a toujours la qualité de QHSE, donc qualité, sécurité, environnement au travail, dit mais est-ce que cette société ne pourrait pas intervenir au sein de notre société? Et c'est ce que nous avons fait. Heu, cette machine, ce broyeur, on l'a nettoyé avec des produits, qu'on utilise dans les habitats courants, comme un détergent, comme un dégraissant pour dissoudre les éléments de sang. On va ensuite désinfecter les endroits qui ont été lésés par le sang parce qu'il peut être porteur d'un pathogène, virus, bactéries ou autre. Et ensuite, on est allé plus loin, c'est-à-dire que par un système de cryogénie, on a, propulsé de la glace à -40°, avec une machine très, très spécifique pour nettoyer l'ensemble de cette machine. La première chose que le directeur, du site nous a dit: Il n'a jamais été aussi propre. En fait, je voulais donner une dimension de cet outil comme s'il venait de l'acheter. Mmh. Non pas nettoyer que là où il y avait du sang, mais se dire que dans 2 jours, lundi, les salariés vont devoir réutiliser cette machine dans le vignoble, qui a broyé, quelques semaines auparavant, les bras, des doigts jusqu'aux épaules de cette fille. Et c'est ce qu'on fait dans les habitats privés, c'est-à-dire qu'on a un process très particulier. On va, diluer les tâches, on va, effacer les traces des tâches, on va désinfecter les endroits où, il y a eu des tâches et ensuite on va neutraliser les odeurs en pulvérisant un brouillard sec, qui va inhiber, neutraliser toutes les odeurs de cadavres. Évidemment, on va y trouver des réfrigérateurs, parce que dans le réfrigérateur, on a quoi? Des denrées périssables et très souvent une partie congélateur avec, une dizaine de kilos de viande. Nous sommes, Mmh. de la viande, en tout cas à l'état de cadavre. Eh bien, on va accélérer finalement quand on a des appartements qui sont sous scellés, placés sous scellés avec des réfrigérateurs, qu'on disjoncte. Eh bien, on se trouve avec, finalement comme une autre scène de cadavres, parce qu'on y a exactement les mêmes problématiques. On a des fluides qui sont répandus, c'est-à-dire la chair, la viande qui s'est putréfiée. On a des odeurs nauséabondes. On a un réfrigérateur qui est complètement, fichu, hein, hors d'usage, puisque les insectes vont manger le joint du réfrigérateur pour atteindre les viandes et donc, on a un réfrigérateur qui va être hors d'usage et puis on a, évidemment des odeurs nauséabondes. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'on intègre au décret 2022-656 du 25, avril 2022, le fait d'avoir des mesures conservatoires avant de placer un habitat sous scellé. C'est-à-dire dans la plupart des assassinats, des crimes, le réfrigérateur n'a pas grand-chose à voir avec le mobile du meurtre ou Mmh. de l'assassinat. Eh bien, nous, ce qu'on demande avec l'Union nationale des familles de féminicides, c'est avant la mise, sous scellé de l'appartement, c'est de pouvoir évincer, retirer toutes les denrées périssables, les poubelles, qu'elles soient hygiéniques au niveau de la salle de bain, que ça soit le lave-linge qui était en train de tourner. Un lave-linge qui est en train de tourner, 18 mois plus tard, c'est une, salle de bain qui est remplie de champignons, hein. Les champignons sortent du lave-linge. C'est, évidemment vider le réfrigérateur et puis, comme on le disait tout à l'heure, la plupart des crimes, notamment de féminicide, sont faits devant les enfants. Et là, très souvent, on ne prend pas le temps de laisser le cartable, le doudou, le t-shirt de la maman avec Mmh. l'odeur de la maman, le cosy, le landau et j'en passe. Au niveau de l'enfant, l'enfant se retrouve du jour au lendemain avec plus rien. Toutes ces affaires sont derrière cette porte est sous scellée, elle ne se réouvre jamais que lorsque nous intervenons et c'est bien trop tard puisque
2 ans après, l'enfant n'a plus besoin de ses bodys ou de ses vêtements qu'il ne peut plus mettre puisqu'il a grandi. Comment dire? Tu m'as dit que qu'on discute avant de de faire cette interview que, la plupart du temps, tu es seul. En tout cas, au début, tu es seul quand tu le fais. Là, on va en parler un peu de tout ce que tu mets en place pour que justement tu sois plus uniquement ce référent spécialisé aujourd'hui. Il y a plein de choses que tu fais qui sont importantes pour toi. Mais alors déjà, faire le ménage tout seul, c'est pas drôle dans un cadre normal, mais là, dans un cadre où toi, tu es tout seul à le faire, forcément, moi, quand tu m'as dit ça, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, alors tout seul, moi déjà le faire le ménage chez moi, ça me saoule de fou et c'est un ménage classique. Là, c'est autre chose là, on est en nettoyage sur, plus c'est dur, tu vois? Alors de se dire que pendant tu vas passer ta journée tout seul à faire qu'un seul truc que absolument personne veut faire. Comment tu fais pour vivre ça? Ou genre cette journée, ça reste du nettoyage, mais c'est pas anodin, tu vois? Alors, déjà, il faut savoir que mon métier, je l'aime pas. Donc c'est-à-dire que, toi, je sais que demain, je vais dans l'Essonne, j'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai pas envie d'y aller parce que, je sais à quoi ça ressemble un suicide par arme à feu. Voilà, je préfère le plateau, média d'aujourd'hui. On passe, un bon moment et surtout, c'est qu'on échange des informations qui vont être utiles aux Oui, familles qui nous écoutent ou qui nous regardent. Demain, je suis replacé dans la vraie vie, c'est-à-dire que, est-ce que je vais avoir envie de me lever pour nettoyer du sang? La réponse est non. Elle est non depuis 8 ans et jamais je n'aimerais mon métier. c'est fou. Par contre, Ouais. c'est ma mission de vie. Mmh. C'est-à-dire que je sais que je suis obligé de passer par là, parce que je ne veux pas le confier à quelqu'un d'autre. Moi, c'est intestinal, c'est un sacerdoce, enfin, je l'ai fait pour ma famille, donc je veux dire, qui de mieux placé avec l'expertise que j'ai eue au Canada, l'expérience métier que j'ai depuis, pour réaliser ça chez d'autres familles. Heu, Moi, ce qui m'importe, c'est de rendre, en fait, un environnement sain. Je sais que demain, ma mission, en fin de journée, ça sera au bout de 8 heures, de 10 heures, seul, certes, mais dans mon environnement, dans la peau de technicien, c'est plus Baptiste, c'est le technicien qui intervient. Je vais être dans une démarche empathique, mais sans souhaiter, ou adresser mes condoléances à la famille qui va m'accueillir. Je ne les connais pas, je ne connais pas le défunt. Néanmoins, je suis humain, donc c'est un environnement qui va m'impacter. Techniquement, je vais le résoudre. Ça fait 8 ans que je résous toutes les affaires techniques. Je sais que je vais parvenir à résoudre techniquement, cette chambre qui est aujourd'hui immaculée de sang, la literie immaculée de sang et cetera. Je vais évacuer tout ça sans que la famille le voie. Heu, une fois que j'aurai, réalisé cette intervention demain soir, je vais pouvoir permettre à cette famille, finalement, de faciliter les prochaines démarches. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Par contre, je vais pouvoir effacer tout ce qu'il y a dans la chambre qu'ils n'ont pas besoin de voir et même plus, s'ils le voient, s'ils le sentent, ça va s'imprimer et ils vont devoir vivre avec ça, le reste de leur vie. Donc c'est ça qui me tient. C'est même à travers la fatigue. Je ne mange jamais le midi parce qu'en nettoyant du sang, je peux te dire que j'ai pas faim. Quand ça sent très mauvais, même si j'ai beaucoup de protection et on y reviendra, c'est pas quelque chose qui me donne faim ou envie de manger. Donc, l'idée, c'est que ça soit fini rapidement, dans de très bonnes conditions, avec l'obligation de résultat que je fixe aux familles qui m'ont fait confiance, mais en leur permettant, dès ma fin d'intervention, de regagner la chambre pour, trier des vêtements, pour, débarrasser, d'autres lieux, pour la mettre en vente, pour, et cetera et cetera et c'est ça ma mission. C'est ça qui me permet de dire: «Je vous apportais un soutien technique, vous n'avez pas eu à le faire. Moi, je me suis pris les images de la couette, du lit, des oreillers qui sont tachés de sang, du plafond et cetera. Mais moi, j'ai les solutions techniques aujourd'hui pour aller voir un thérapeute en éthiomédecine, que je vois tous les trimestres et qui permet d'inhiber, de digérer un petit peu tout ce que j'ai vu les 3 mois précédents. Ce que quelqu'un, le commun des mortels, ne fera pas, parce que Mmh. encore faut-il qu'il ait connaissance de cette thérapie et Même déjà aller voir, simplement un psy sans avoir ces problématiques-là, les gens n'y vont pas naturellement, voilà, déjà de donc on base. peut imaginer, Ouais. voilà et donc ça créerait des psychotraumatismes, notoires. Donc moi, c'est ce qui m'anime, voilà. C'est le faire le bien à autrui, pour d'autres. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Genre, est-ce que avant de commencer, forcément, je suppose que tu en parles avec les gants pour laver la vaisselle, qu'on peut avoir ou des produits. Est-ce qu'il y a des produits, des ustensiles particuliers pour ça? Est-ce qu'il y a des choses, c'est un peu comme
dans la NASA, je pense, ou dans l'aviation, tu sais, il y a plein de choses qui sont adaptées à cette typologie d'industrie. Est-ce que toi, il y a un truc particulier qui est dans ton industrie? Alors, il y a des choses particulières, mais qui ne sont pas dédiées à notre activité, puisque notre activité, sur le plan réglementaire, n'existe pas en France. C'est-à-dire que mon métier, sur le code d'activité, tu peux avoir le boucher, formateur, tu peux avoir, nettoyage courant des bâtiments, donc sous-entendu faire le ménage. Ouais. Nous, il y a pas de code d'activité sur cette activité métier. Mais c'est Donc fou. rien n'est réglementé, donc ça laisse la place à ceux qui peuvent le faire pour de mauvaises raisons, mais je crois qu'on y reviendra. Oui. Le côté, matériel, eh bien, en fait, je l'ai emprunt, au Canada. OK. C'est-à-dire que mes appareils qui filtrent l'air, un cheveu, c'est 60 microns, le diamètre d'un cheveu. Eh bien, mes appareils de filtration qui viennent du Canada, des États-Unis, filtrent 30 microns, pour te donner l'idée de la filtration fine que cela a. Pourquoi on filtre? Parce qu'on absorbe, on attire en fait dans cette machine, des particules qui sont malodorantes et notamment, qui contiennent de la putrescine et de la cadavérine, ce qui donne une odeur très, très nauséabonde. Sur l'équipement de protection individuelle, là, on colle à d'autres activités métiers. Donc, on a des surchaussures, on a des combinaisons étanches à la projection, aux pulvérisations, au tout ce qui est risque biologique, tout ce qui est risque chimique. On a une protection respiratoire qui est un narguilé, c'est-à-dire vraiment une cagoule où de l'air est ventilé à l'intérieur de cette cagoule et filtré depuis l'air ambiant. Donc, on prend l'air ambiant, on la passe dans des cassettes filtrantes qui sont au niveau de ma ceinture et ensuite, j'ai un narguilé, un tuyau qui monte le long de la colonne vertébrale et qui vient alimenter une cagoule, ventilée pour avoir à la fois de l'air frais, puisqu'on le corps monte excessivement en température dans une combinaison étanche. On perd environ, 700 grammes d'eau, par jour jusqu'à 1,5 litre en juillet-août. On a vraiment notre sueur dans les chaussures à la fin de la journée, vraiment, Ouais. comme si on avait été dans l'eau et donc Waouh. physiologiquement, c'est assez impactant. Et ensuite, on a, des gants qui sont très particuliers. La première couche de gants est une paire de gants qui va nous préserver des coupures. Nous, très souvent, quand les gens sont donnés la mort avec une arme à feu, donc en pleine tête, ça fait exploser la boîte crânienne et les fragments, les os, que les pompes funèbres n'ont pas trouvés ou n'ont pas, collectés dans la housse à cadavres. Nous, c'est les ossements que l'on trouve. Un os, ça coupe plus qu'un silex. Non. C'est extrêmement coupant et donc de cette manière, c'est pour ça qu'on a une première couche qui nous préserve de ces coupures et ensuite on a 2 autres paires, de plus, donc qui nous fait 3 couches de gants qui sont des gants nitriles noirs. Noirs pourquoi? Parce que quand on essuie du sang avec, des gants noirs, on n'a pas de contraste. S'ils étaient blancs, tu imagines bien qu'on verrait du rouge Ouais. toute la journée et là, de façon psychologique, ça serait très difficile. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les tenues des bouchers sont blanches, soit dit au passant. Donc nous, on va chercher plutôt, des lavettes, ou des franges pour absorber le sang. On les trouve noirs, on les trouve bleus, ce qui permet un Mmh. contraste, minime, quand on y met du Oui, rouge ça va être plus dessus. foncé au pire, Voilà, ouais. plus foncé, mais ça ne va pas avoir une connotation de sang, en tout cas au niveau de la psyché, au niveau du cerveau. Voilà pour le côté équipement et sur les machines, on a une autre machine qui nous vient des États-Unis, qui est un aspirateur. L'aspirateur vaut 8 000 €, donc bel aspirateur, hein, qui nous permet en fait d'aspirer, les fluides, les liquides, dans un compartiment très spécifique et une fois qu'on a aspiré tous les fluides humains, notamment le sang dans ce compartiment, on le vide dans des bidons qui sont prévus pour être dédiés en déchets d'activités de soins à risque infectieux, comme les déchets médicaux d'un médecin ou d'un chirurgien orthopédiste, comme, chez un infirmier, comme chez un médecin. Ça va être détruit par incinération à 1 200 degrés. Bah, là, forcément, tu me fais comment dire? Qui m'emmène sur le sujet d entre guillemets «des concurrents un peu malhonnêtes» qu'on peut avoir. Parce que là, on se rend compte qu'il y a tout des protocoles, une expertise, il y a plein de choses à faire. Quand on fait appel à quelqu'un d'autre qui se prétend que ch ça coûte cher, de faire appel à toi? En tout cas, ça coûte cher. Quel prix ça a? Parce que je pense que ça doit être intéressant peut-être, pour des personnes qui seraient, mal intentionnées de vouloir faire ça, sans faire le travail qu'il faut réellement faire. Bien sûr, moi quand les gens disent: «Ouais, ça coûte cher», je dis: «Mais cher par rapport à quoi?» Ouais, Moi, je c'est peux vous assurer ouais. que les 2 000 €, puisque, 2 000 €, ça correspond à une journée d'intervention, 8-12 heures de travail, en collectant les déchets que l'on ramène. Donc un déchet, il
Faut quand même se mettre à l'esprit que c'est un matelas à 2 personnes, très souvent, hein, dans la chambre à Ouais, coucher, le sommier qu'on emballe, qu'on conditionne, tous les déchets qu'on produit ouais. pour nettoyer le sang au plafond, au mur, au sol et puis, ben, tout ce qui va être autour de notre prestation pour nous aider à passer ce cap-là. Les thérapeutes en éthiomédecine qu'il faut payer, ensuite, hein, pour, se dédouaner, vider un peu la tête de toutes les histoires qu'on collecte. L'équipement de protection individuelle que l'on met, il est jetable, hein, on le met qu'une seule fois. On produit beaucoup de déchets qui est à usage unique, donc ça a un certain Mmh. coût. Une peau de banane dans une cuisine, c'est 45 € la tonne. Nos déchets, nous, c'est 1 200 € la tonne. Donc vous Waouh. comprenez bien que c'est Mmh. le client qui les paye. Ensuite, il y a énormément de matériel puisque dans un environnement, je vais devoir enlever, du sol qui va être en carrelage parce que la personne sera découverte décédée, depuis, quelques mois sur le sol, carrelage de sa salle de bain. Il faut savoir qu'on va enlever tout le carrelage, tous les joints, on va poncer avec une ponceuse à béton parce que les fluides auront pénétré dans le béton qui est comme une éponge, qui est un matériau qui est poreux. On va devoir enduire des murs qui, ont été traversés par des projectiles ou des plafonds. On va les repeindre. On va refaire derrière, un parquet, enfin, vraiment, on va Ouais, proposer un panel d'activités parce qu'en et fait, je suis désolé, je te coupe, mais c'est vrai que quand on s'imagine un nettoyage, on imagine que c'est je pense pour le commun des mortels, que toi, tu as vraiment la version de nous, on imagine, en tout cas moi j'imagine, genre mort, au pire, 2 3 jours max. On peut comprendre que ça se passe, mais il y a tout ce que ça comporte en termes de conséquences de nettoyage au sens large. On s'est dit: «Bon allez, au pire, il met ses petits gants, il met un coup d'Ajax, de truc, ça nettoie, terminé». Non, en fait, là, quand tu dis ça, on s'aperçoit vraiment qu'il y a c'est limite de la rénovation, en fait. Genre, c'est du nettoyage plus rénovation, plus recherche peut-être d'indices aussi parfois, où tu découvres des indices, que tu aurais pas dû ou que les gens n'auraient pas pu découvrir s'il y avait pas ce nettoyage. Il y a vraiment tout un ouais, j'ai l'impression que c'est une rénovation presque. bah, oui, on l'appelle rénovation après notre nettoyage. C'est-à-dire que pour, OK. avoir l'obligation de nettoyage, très souvent, on doit, déposer des bas de mur, enlever des plinthes là où les insectes se cachent. Si on laisse un insecte, une mouche pond 60 congénères par jour. Ça fait des milliers en quelques jours. Une mouche? Une mouche. OK. Nous, quand on arrive dans des environnements avec des découvertes, de décès naturels, mais à découverte tardive, donc quelques semaines, quelques mois après, on marche dans un environnement où on ne voit plus la couleur du sol. Il est noir de mouches. Quand on, marche dessus, ça craque comme si on marchait sur un paquet de chips. Donc ça, c'est des choses qui sont très impactantes, pour nous, dans notre activité et quand on va devoir enlever un sol parce qu'il a été imbibé, un bois qui est imbibé de sang, il y a pas de baguette magique. On doit enlever ce parquet, on doit enlever ce bois. Eh bien, ça, ce sont des déchets qui sont amenés avec nous, qui sont traités dans les déchets infectieux. Mais derrière, j'ai pas envie de moi laisser un carré de sol qui n'est plus là, j'ai pas envie de laisser un trou dans le mur et donc on va effectivement agir avec une méthode de rénovation derrière. C'est la raison pour laquelle, je suis en train de mettre en place, là, dans les Yvelines, le premier plateau pédagogique au monde puisque, même si au Canada, je suis allé me former, ce n'a été qu'une certification théorique. Mmh. Aujourd'hui, ce que je développe en France et qui sera unique dans le monde, c'est un plateau pédagogique où on recrée un environnement, un studio de 14 mètres carrés, dans lequel les techniciens vont agir, vont intervenir en ayant eu un protocole théorique, justement, mais ils vont le mettre en pratique dans ce studio jusqu'à enlever le sol. Ils vont pas le mimer, ils vont l'enlever. À l'issue de quoi, on va les former à des modules de rénovation. Comment on isole une prise d'électricité dans laquelle a été déversé du sang, parce que la dépouille, le cadavre se trouvait de cette façon-là. Comment, on va, pouvoir et devoir enduire un trou de projectile dans une plaque de plâtre? Comment on va devoir refaire un lino, un parquet, un carrelage, et cetera. Pourquoi? Pour que, la famille n'ait pas à expliquer ça à un peintre, à un menuisier qui, au demeurant, mettrait, 3 à 6 mois pour intervenir Faudrait parce qu'il n'aurait pas cette réactivité-là. faudrait-il encore trouver quelqu'un qui a envie de le faire aussi? Parce que là, je pense Aussi. qu'il y a, quand on explique, on fait une rénovation, mais qui découvre, il fait: «C'est bizarre» et qu'on lui explique, je pense que même la personne va se dire: «C'est peut-être pas trop mon truc». Comment on fait pour reconnaître une parce qu'en fait, il y a plusieurs questions dans ce que je vais dire. Il y a comment on fait déjà pour rencontrer ou découvrir une société qui n'est pas experte, pour pas dire, qui fraude un peu, le concept? Comment on fait pour, trouver, comment on fait pour savoir si l'entreprise n'est pas adaptée ou pas? Alors en fait, c'est plutôt simple, c'est que moi j'ai pu coécrire, on était 4 personnes, je siège à la commission nationale après sinistre au sein de la Fédération des entreprises de propreté.
Depuis le début de mon activité, j'ai toujours fait mon activité, mais en parallèle, j'ai toujours, souhaité, c'est ce que j'ai fait, faire avancer les choses. On l'a dit tout à l'heure pour le crime, grâce à nos actions, maintenant notre intervention, de nettoyage technique est gratuite après un crime. On envoie notre facture, sur frais de justice au niveau de l'État, c'est eux qui payent. Eh bien, pour choisir une société qui serait spécialisée, parce qu'aujourd'hui, hein, tout le monde est spécialiste. Je pense qu'après l'interview, demain, on va Oui. voir plein de spécialistes qui vont, voilà, se dire: «Tiens, je suis spécialiste de ce nettoyage-là». En fait, c'est très simple, il faut déjà que la société soit adhérente à la Fédération des entreprises de propreté. Quand on est adhérent à cette fédération qui, elle, n'a pas d'enjeu financier, hein, donc c'est une association, elle n'a pas d'enjeu financier, donc elle ne pourra pas, prioriser une société plutôt qu'une autre. Tu me donneras le lien, on mettra sous la vidéo pour que les gens puissent y voir et Ouais, se donc rendre compte. fédération des Ouais. entreprises de propreté, vous avez par secteur géographique les sociétés qui sont, inscrites à cette fédération et je suis allé même plus loin, c'est-à-dire que comme je siège à la Commission nationale après sinistre, au sein de cette commission, sous l'égide de Hervé Uriot, qui est président de la commission, on a pu coécrire ce qu'on appelle une qualification, la certification Qualipropre. On connaît la certification Qualibat dans le bâtiment, et bien dans le milieu de la propreté, c'est Qualipropre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une certification, c'est un dossier administratif que l'entreprise, propose, soumet, à cette association, de certification qui est indépendante de la Fédération des entreprises de propreté, mais qui travaille quand même, main dans la main et qui permet de dire: «Bah, cette société, si elle veut l'agrément de nettoyage après décès, il faut qu'elle nous montre patte blanche». Et dans ce que j'ai pu Mmh. coécrire dans dans ce cahier des charges, on a pu, lui dire: «Ben, d'où vient le gérant?» D'où vient sous-entendu, enfin, est-ce que la personne est là par hasard ou, quel est son cursus? Quel est son CV? On peut imaginer le fait qu'on ne veuille pas faire intervenir des dirigeants d'entreprise qui, ont eu des sanctions pénales, par exemple. Mmh. Oui, finalement, Par ouais. exemple. Ensuite, si on est au regard de la législation française, ben, en accord et si on est dans la réglementation, si on dispose de machines et de matériel qui nous permettent de faire face à ces interventions très particulières. Moi, je me déplace avec un camion qui contient 2 tonnes et demie de matériel, hein, donc c'est pas négligeable. De la visseuse, Waouh. de la scie circulaire, en passant par, la ponceuse à béton. On remplace le vitrage que les, pompiers ont cassé pour pénétrer dans les lieux, donc il y a beaucoup de matériel et puis évidemment ce matériel qui est dédié au nettoyage proprement dit. On ne peut pas avoir le même matériel pour nettoyer une plaque de plâtre, une peinture, un sol en marbre ou en parquet, enfin et cetera. Et ensuite, ça leur permet d'avoir ou pas la qualification et sous cette qualification, ça permet à un juge d'instruction ou un magistrat de s'orienter vers cette société-là plutôt qu'une autre. Voilà. Donc c'est-à-dire que si je résume pour que les gens soient hyper, au clair là-dessus, s'ils sont pas sur cette liste-là, vaut mieux contacter les gens qui sont sur cette liste-là pour avoir quelque chose qui soit au moins qualitatif. En tout cas, donner une direction qui soit adaptée à ce qu'ils vont faire et pas, des gens parce que tu m'as raconté aussi, quand on préparait cette interview qu'il y a des gens qui vont prendre ça et qui vont les jeter dehors ou qui vont, C'est ça. donc c'est-à-dire que on peut se retrouver face à des gens qui vont balancer dans la nature, et qui vont en plus de ça, payer très cher, pour que des gens, parce que tu m'avais dit aussi un truc que j'avais trouvé dingue, que ces déchets, quand ils sont balancés, dans les déchets style normaux, en fait, il y a des gens qui les trient en plus pour, donc en fait, c'est même pour les gens qui travaillent ou pour le tri, on risque de se trouver avec je dis n'importe quoi, un morceau de doigt, un morceau de cerveau, n'importe quoi qui va être trié par quelqu'un dont le job, c'était pas de le faire, quoi. Exactement, ouais. C'est pour ça que moi j'ai trouvé cette filière de déchets spécialisés qui est les DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Parce que, je me suis préoccupé en disant: «Mais ce qu'on nous, on va enlever dans l'habitation là, si on le met à la poubelle, en déchetterie, quelle voie, vont-ils emprunter ces déchets?» Et donc j'ai suivi ces déchets avant même d'y mettre des déchets, infectieux et c'est là où j'ai vu des femmes et des hommes trier sur un tapis roulant toutes nos ordures ménagères et je me Mmh. suis dit: «Mais si on y met, un drap, ensanglanté, si on y met nos gants, nos tenues, nos combinaisons, qui sont, pleines de sang», je dis: «Mais eux vont devoir les manipuler, trier les plastiques, Surtout les qu'ils cartons, doivent pas avoir les mêmes typologies de gants que vous, je suppose non et plus, oui, tu vois? donc j'ai dit: «Là, c'est non, non, c'est niet, c'est négatif, je peux pas enfin, il ne faut pas qu'ils aient cette vision-là» et c'est pour ça que j'avais, fait le choix de dédier ces déchets dans les déchets infectieux. Mais comme notre métier n'existe pas, quelqu'un qui les mettrait, avec ses pots de banane dans des déchets, dans son container poubelle en bas de chez lui, Oui, les on gens, pourrait pas lui ouais. reprocher, malheureusement. Mais même les gens qui le font par eux-mêmes, moi je me dis: «Demain ça nous arrive, je tu fais bah, tu vas le mettre à la poubelle et de la poubelle
peut-être que j'aurais la logique d'esprit de me dire: «Tu vas aller donner peut-être ça ou aller voir un hôpital», parce que je pense qu'il doit y avoir des déchets infectieux Et l'hôpital ne ou les prendra pas puisque c'est très coûteux. ah ouais, Donc il OK. va pas, faire l'aumône en disant, «Ouais, OK, on vous arrange, un matelas, c'est très lourd. Un Mmh. matelas plein de sang, c'est d'autant plus lourd et donc on paye au poids et quand on dit qu'une tonne, c'est 1 200 € la tonne, 1 Oui. 200 kilos pardon, 1000 kilos, c'est 1 200 €, bah, les 1000 kilos, la tonne. Voilà, Ouais, s'ils ça va commencent vite. à collecter, les déchets, infectieux des gens dans la ville, oui, ça va aller vite, oui. La facture va être, lourde. Il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer, ce sera peut-être l'occasion que tu reviennes pour nous Avec parler de plus plaisir. de détails. Donc dans les commentaires, venez nous dire les thématiques que vous avez bien aimées, pendant cette interview, avec Baptiste. On va quand même, terminer sur tout ce que tu fais autour de ça, de ton entreprise, de la vocation que ça a. Il y a le côté associatif dont tu veux parler. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce qu'il y a derrière tout ce que tu fais, au-delà du day to day, on va dire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, bah, je suis président de l'association, Sang Froid. Donc, c'est une association loi 1901, dont les dons sont, défiscalisables. C'est à travers cette association que je fais un lobbying, que j'ai fait le lobbying pour le nettoyage, gratuit après un crime, que j'ai fait le 8 mars 2024, déposer un dossier, sur le bureau de Gérard Larcher, le président du Sénat, en lui disant: «Monsieur Larcher, aujourd'hui, il y a une seule société privée en France qui peut prélever sur un compte d'un défunt, parce que ce qu'il faut savoir, c'est dès lors où vous Ouais. êtes mort, décédé, tous vos comptes sont bloqués. Et moi, en fait, dans mon quotidien, je fais face à des gens qui ont décidé de mettre fin à leur jour et il y a aucun jugement là-dessus. Par contre, ils, font répercuter leur, décès violent, leur suicide sur, leurs partenaires, sur les enfants, qui sont des ayants droit dans la succession et moi, ces gens-là, ceux qui restent, je leur demande 2 000 €, pour intervenir après un suicide et notamment après un suicide arme à feu. Et c'est très souvent un traumatisme financier parce que tout le monde n'a pas ces 2 000 € et aujourd'hui, je voudrais juste pouvoir, sous la loi de Bercy, une loi des finances qui est déjà prévue pour les sociétés, de pompes funèbres, au même titre que de pouvoir prélever à travers la banque sur le compte du défunt, lorsqu'il est solvable, notre intervention, qui serait au même prix, hein, Mmh. pas plus cher. Mais dès lors où la personne qui a décidé de mettre fin à ses jours est solvable, a ces 2 000 € sur son compte, ça nous permettrait de pouvoir déclencher une intervention plus rapide, sans que les ayants droit, la femme, le mari ou les enfants aillent chercher de l'argent qu'ils n'avaient pas forcément pour réaliser Parce l'intervention. que tu disais qu'il y a des fois, il y a des gens dont bon, déjà de vivre le drame, déjà moi je l'ai vécu, donc je sais comment ça se passe. C'est compliqué à vivre, pour le coup. Mais en plus après, il y a que des gens autour de nous qui nous demandent de trouver des solutions, en fait. C'est-à-dire que C'est ça. tu vis quelque chose et en plus on te dit: «Et là on fait comment? Et là on fait comment?» Et tu disais, il y a des gens qui te disent: «En fait, bah, moi ça vient de m'arriver, mais en plus un étudiant, qui dit: «Moi j'ai que 300 € en fait, limite je peux rien faire en fait, je peux même pas vous payer». Ça aiderait ces gens-là? Plus autre Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je lance en fait un appel sur, des mécènes, des gens qui voudraient, faire don, d'une somme d'argent, hein, elle est défiscalisable sur l'association loi 1901, comme, la Croix-Rouge, les sauveteurs en mer, les pompiers, ou autres. Ça nous permettrait en fait d'abonder, en trésorerie le compte de l'association qui serait tracé, hein, mmh. sans problème. On pourrait rendre des comptes là-dessus. Mais face à des jeunes adultes ou des gens qui sont démunis financièrement, je trouve injuste de devoir leur dire: «Bah, écoutez, moi, c'est 2 000 € sinon rien, parce que j'ai une société à faire tourner». Mais ça veut dire que je suis en train de dire à ces gens: «Eh bah, faites comme moi, en 2003, retroussez vos manches et mettez, vos mains dans le sang de votre famille». Pour moi, c'est inhumain et donc c'est pour ça qu'à la fois je recherche des mécènes qui pourraient venir abonder, le compte de la trésorerie de cette association, qui nous permettrait de faire intervenir un, nettoyeur, de mon réseau, pour leur éviter ce traumatisme-là et j'irai même plus loin. Si on avait un artiste, comédien, Mmh. chanteur, musicien qui nous écoute, qui pourrait, comme toi, avoir été, frappé par, un drame de la vie, qui, n'hésite pas à nous rejoindre, qui pourrait être marraine ou parrain de notre association, de manière à organiser des galas de charité pour justement rassembler des gens, parler de cette thématique, sociale, sociétale qui peut toucher, toutes les Françaises et les Français et qui permettrait aussi d'abonder d'une autre manière, le compte de l'association, pour pouvoir aider en fait les familles, démunies
face à des situations de suicide et de mort tardive, de mort oubliée. Bah, on va tous y être confrontés. Genre, parfois, on imagine que ça va être par la vieillesse, dans le meilleur des mondes de quelqu'un, qui s'en va, ou parfois, ça arrive de manière spontanée. On n'en parle jamais. Moi, je suis très content que tu sois venu, qu'on puisse faire ce podcast, ensemble parce que forcément, on veut pas en parler, on veut pas y penser, mais quand ça nous arrive, on est complètement démunis. On Exactement, sait et on s personne ne nous aidera. Il faut et bien personne savoir que ouais, ni ouais. l'État ni les assurances, dans le code des assurances, il faut savoir qu'il faut un tiers. Quand quelqu'un te rentre dedans en voiture, sur un accident, eh ben, tu as un tiers identifié, donc l'assurance fonctionne. Eh bien, on peut tant que le code des assurances en France ne changera pas, quand on est mort de notre belle mort, mais que ça a causé des conséquences sur l'habitation, et puis au-delà de nettoyer les restes humains qu'on a laissés à cet endroit-là, on enfin, moi, j'ai pas envie de la laisser à mes enfants, je pense que toi non plus. Et bien, aujourd'hui, le code des assurances en France devrait évoluer, ne pas se tenir que à «il faut un tiers identifié», puisque ce tiers Mmh. serait nous-mêmes. C'est nous qui sommes morts de notre belle mort. Je parle d'une mort naturelle, voilà, mais avec une découverte tardive, et donc se dire que personne ne nous aidera. Et voilà, nous, aujourd'hui, à travers le réseau Horizon Après Vie, j'ai fondé le premier réseau en France depuis le 17 janvier 2025 qui, forme et fédère par région géographique, dans chaque région de France, un référent ou une référente. La première référente est Manon, j'en suis très fier, une femme, qui dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur va effectuer les nettoyages après crime, après suicide, a après les morts, naturelles à découverte tardive, après les accidents domestiques et du travail, pour justement apporter le soutien avec une proximité auprès des familles, auprès des magistrats et des juges d'instruction dans le cadre des enquêtes, judiciaires, et sur des situations où on va, évidemment bien plus loin, proposer de la rénovation comme on en a parlé tout à l'heure, proposer de l'accompagnement en thérapie d'accompagnement avec des thérapeutes qui se déplacent au domicile, des gens qui sont impactés par des drames de la vie, jusqu'à apporter même notre aide, avec des prestataires qui nous entourent, dans l'accompagnement du deuil. Parce que franchir une pompe funèbre pour aller choisir le cercueil de son partenaire ou d'un de ses enfants, c'est évidemment pas chose facile. Donc on a vraiment des gens qui peuvent accompagner, tenir la main de celles et ceux qui souhaitent être accompagnés, dans ces drames. Bah, écoute, merci infiniment, Baptiste, d'être venu. Je suis quasiment sûr que tu vas revenir. Je tu Il y a trop de choses là, j'ai trop de choses préparées, Avec qu'on plaisir, qu'on n'a pas pu évoquer. Bon, en tout cas, ce sera l'occasion de faire un 2e épisode. Merci infiniment pour toutes ces informations. Je merci pense pour qu'il y a beaucoup de l'invitation. gens avec qui ça va aider. Moi, je me vois à l'époque de savoir tout ça déjà, ça aurait été intéressant parce qu'en fait, on est complètement démunis. Je pense qu'il y a plein de gens qui auront l'occasion, au moins ne serait-ce que de savoir qu'il y a une solution quand ça arrive. Je vous souhaite que ça arrive Exactement. le plus longtemps possible, le plus loin possible de vous. Mais quand ça arrive, c'est au moins on sait que tu peux faire quelque chose ou quelqu'un est là pour nous aider. Merci infiniment Baptiste, pour cet épisode de podcast. Avec plaisir. À bientôt du coup. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.